Un magnat s'arrête dans la neige à Paris et n'en croit pas ses yeux. Les freins de la voiture de luxe ont crissé violemment contre l'asphalte gelé, brisant le silence sépulcral de la nuit parisienne. Monsieur Étienne de Montaigne n'a pas attendu que le véhicule s'arrête complètement. Il a ouvert la porte arrière et a trébuché vers la neige, le cœur battant dans sa gorge comme un bélier de guerre. Peu lui importait que ses chaussures de cuir italien, qui coûtaient plus que ce qu'une famille moyenne gagnait en un mois, s'enfoncent dans la boue glacée. Peu lui importait que le vent coupant ébouriffa ses cheveux blancs immaculés. Ses yeux étaient fixés sur un seul point, là, sous la lumière moribonde d'un réverbère clignotant. « Hé !» cria-t-il, la voix brisée par un mélange de terreur et d'autorité. « Les enfants, ne bougez pas !» Il y avait 2 silhouettes minuscules, à peine visibles contre la blancheur de la tempête. 2 fillettes identiques, pas plus de 4 ans, debout au milieu du trottoir désert du 8 arrondissement. Le vent hurlait entre les immeubles cossus, mais elles ne pleuraient pas. Elles se tenaient par la main, immobiles comme 2 statues de porcelaine abandonnées à leur sort. Ce qui glaça le sang d'Étienne n'était pas la température sous zéro, mais ce qu'elles portaient. Elles avaient des robes de laine bordeaux identiques, avec des cols Claudine, des bas fins et des bottillons marrons qui n'étaient manifestement plus à leur taille. Elles n'avaient pas de manteau, pas de bonnet, elles n'avaient que l'une l'autre. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour découvrir pourquoi cette rencontre dans la neige était destinée à changer le destin d'une dynastie entière. Vous ne voudrez pas manquer ce que Monsieur de Montaigne est sur le point de découvrir. Étienne arriva jusqu'à elle et se laissa tomber à genoux. L'impact de ses genoux sur le sol dur fut douloureux, mais il ne cligna même pas des yeux. Il était à la hauteur de leurs yeux. Les fillettes reculèrent d'un demi-pas, se serrant l'une contre l'autre. Leurs petits visages étaient rouges de froid, leurs lèvres avaient une teinte bleutée qui retourna l'estomac d'Étienne de pure angoisse. « Calmez-vous, » murmura Étienne, retirant frénétiquement son lourd manteau de laine gris anthracite. « Je ne vous ferai pas de mal, je suis un ami. » Il étendit le manteau de ses mains tremblantes et l'enroula autour des 2 petits corps. En même temps, en les touchant, il sentit la glace sur leur peau. Elles étaient gelées. L'une d'elles, celle qui avait un petit grain de beauté près du menton, leva les yeux. Et alors le temps s'arrêta pour le magnat. Ses yeux étaient d'un gris d'orage, avec des mouchetures vertes autour de la pupille. C'étaient des yeux qu'il voyait chaque matin dans le miroir en se rasant. C'étaient les yeux de sa mère, décédée il y a des décennies, et plus douloureusement encore, les yeux de Camille, sa fille unique. La fille qu'il avait bannie de sa vie il y a 5 ans dans un accès d'orgueil et de morgue impardonnable. « Maman ?» demanda la fillette au grain de beauté d'une voix faible qui sortait à peine de sa gorge engourdie. Étienne sentit l'air lui manquer. Des larmes chaudes et soudaines jaillirent de ses yeux, brouillant sa vision. « Non, ma petite, je ne suis pas maman, » dit-il d'une voix rauque, ajustant le manteau gigantesque autour de leurs fragiles épaules. « Mais nous allons la chercher. Où est maman ?» La deuxième fillette, qui était restée silencieuse jusque-là, observant avec méfiance, pointa un doigt ganté de laine râpée vers un sac à dos vert usé, à moitié enfoui dans la neige à quelques mètres d'elle. C'était un sac à dos d'enfant sale, avec une des bretelles cassées. Étienne se pencha et attrapa le sac. Il pesait très peu, beaucoup trop peu pour contenir la vie de 2 enfants. Avec des doigts maladroits à cause du froid et des nerfs, il ouvrit la fermeture principale. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau, juste une paire de chaussettes sales, un jouet en plastique cassé et une enveloppe en papier manille pliée en 2, et sous l'enveloppe, une photographie. Il sortit la photo. L'image était froissée et portait des marques d'avoir été touchée des milliers de fois. Étienne dut la rapprocher de ses yeux pour faire la mise au point sous la lumière de la rue. C'était une photo d'il y a 20 ans. Dessus, un Étienne beaucoup plus jeune, avec les cheveux encore noirs et un sourire arrogant, tenait dans ses bras une fillette blonde de 5 ans devant un sapin de Noël géant. La reconnaissance fut un choc physique, comme un coup de poing dans la poitrine. Cette photo avait été sur le bureau de son cabinet jusqu'au jour où il avait chassé Camille de la maison. Elle l'avait emportée. C'était la seule chose qu'elle avait emportée. « Grand-père » murmura la deuxième fillette en regardant la photo qu'il tenait. Étienne leva brusquement les yeux. La fillette ne lisait pas la photo. Elle le regardait, lui. Elle l'avait reconnu non pas pour qui il était maintenant, mais pour l'image que sa mère leur avait montrée encore et encore. Oui, le mot sortit comme un sanglot étouffé. Oui, c'est moi. Je suis le grand-père. Le chauffeur d'Étienne, un homme robuste nommé Antoine, qui était à son service depuis 20 ans, arriva en courant à ce moment-là avec un parapluie noir ouvert que le vent faillit emporter. « Monsieur de Montaigne va tomber malade. Que faites-vous par terre ?»
cria Antoine horrifié en voyant son patron, l'homme le plus redouté de la haute finance française, agenouillé dans la neige sale, serrant 2 fillettes vagabondes. « Au diable ma santé, Antoine !» rugit Étienne, se levant et soulevant les 2 enfants dans ses bras en même temps. Elles étaient si légères que le fait lui brisa le cœur une fois de plus. Ouvrez la voiture, mettez le chauffage au maximum. Les fillettes s'agrippèrent à sa chemise de soie blanche, la tachant de neige et de crasse. Étienne les pressa contre sa poitrine, sentant leur petit corps trembler violemment. Plus jamais, pensa-t-il avec une fureur soudaine contre lui-même et contre le monde. Plus jamais elles n'auront froid. Mais la question martelait son cerveau tandis qu'il courait vers la voiture blindée. Pourquoi était-elle seule? Où était Camille? Pourquoi ces petites filles étaient-elles dans la rue, au milieu de la pire tempête de l'année? L'intérieur de la limousine Mercedes était un sanctuaire de chaleur et de cuir odorant, un contraste brutal avec l'enfer blanc qui faisait rage dehors. Étienne déposa les fillettes doucement sur la banquette arrière. Antoine, comprenant l'urgence sans qu'il soit nécessaire de parler, avait déjà démarré le moteur et monté la température. L'air chaud commença à sortir des grilles et les fillettes poussèrent un soupir collectif, fermant les yeux une seconde en sentant la chaleur. « À la maison, Antoine, vite !» ordonna Étienne. Sa voix était maintenant froide et coupante, la voix de l'homme d'affaires qui résout les crises, mais ses mains ne cessaient de trembler. « Oui, monsieur !» répondit Antoine, en regardant dans le rétroviseur avec une préoccupation évidente. Étienne s'assit en face des fillettes. Maintenant, avec la lumière intérieure de la voiture, il pouvait voir les détails dévastateurs de leur abandon. Leurs cheveux blonds cendrés, identiques à ceux de Camille, étaient emmêlés et sales. Elles avaient des égratignures sur les mains. Leurs vêtements, bien que de style classique et élégant, étaient effilochés aux poignets, indiquant qu'ils avaient été portés tous les jours pendant des mois, peut-être des années. C'était la pauvreté déguisée en dignité. Camille avait essayé de les maintenir présentables jusqu'au bout. Les fillettes regardaient l'intérieur de la voiture avec des yeux écarquillés. Elles n'avaient jamais vu un tel luxe. La sellerie en cuir beige, les lumières LED douces, le minibar en cristal. « Vous avez faim ?» demanda Étienne en se penchant en avant. Les 2 hochèrent vigoureusement la tête avec une synchronisation que seuls les jumeaux possèdent. Étienne ouvrit le compartiment réfrigéré. Il n'y avait que de l'eau minérale importée et des chocolats suisses amers qu'il gardait pour ses clients. Il sortit les chocolats et les leur offrit. Les petites mains attrapèrent les emballages dorés avec désespoir. Étienne dut les aider à les ouvrir car leurs doigts étaient encore raides de froid. Les voir dévorer le chocolat en se brossant le visage lui provoqua une vague de tendresse et de douleur. Pendant qu'elle mangeait, Étienne reporta son attention sur le sac à dos vert qu'il avait jeté sur le siège à côté de lui, l'enveloppe. Il devait lire l'enveloppe. Il la prit. Le papier était humide à cause de la neige. Sur le devant, écrit d'une calligraphie qu'il connaissait mieux que la sienne, il y avait « Papa ». Rien que ce mot « Papa ». Ni Monsieur de Montaigne, comme il avait exigé qu'elle l'appelle la dernière fois qu'il s'était parlé au téléphone, quand elle lui avait demandé de l'argent pour des médicaments et qu'il lui avait raccroché au nez. Il rompit le seau avec urgence. Il sortit la feuille de papier ligné arrachée d'un cahier bon marché. L'écriture était tremblante, hâtive, comme si elle avait été écrite sur une surface instable ou avec des mains gelées. « Papa, si tu lis ceci, cela signifie que le miracle s'est produit. Cela signifie que pour une fois dans ta vie, tu as regardé vers le bas et pas seulement vers l'avant. Cela signifie que mes filles, tes petites filles, Valentine et Sophie, sont vivantes. Je ne t'écris pas pour te demander pardon. Je n'ai rien à regretter d'avoir épousé l'homme que j'aimais, même si tu le détestais parce qu'il était pauvre. Il a été un bon père et un bon mari jusqu'à ce que le cancer l'emporte il y a 6 mois. Nous avons dépensé tout ce que nous avions pour son traitement, tout. J'ai vendu ma voiture, mes bijoux, notre petite maison. Nous n'avons plus rien. Nous dormons dans des foyers depuis 3 semaines et les 2 dernières nuits dans la rue. Aujourd'hui, mes forces m'ont abandonné, papa. Je n'ai plus de nourriture à leur donner. L'atout de Sophie Empire et Valentine n'a plus de chaussures à sa taille. Mon orgueil est mort il y a longtemps, mais le tien restait un mur impénétrable. Je sais que tu passes par cette rue tous les vendredis en sortant du club. Je t'ai vu. Je me suis tenu à ce coin 3 semaines de suite, mais tu ne regardais jamais. Aujourd'hui, je ne peux plus. Je sens que mon corps s'éteint. Le froid s'insinue dans mes os et j'ai très sommeil. Je vais laisser les filles sur ton chemin. C'est mon dernier acte de mère. Je préfère qu'elles grandissent avec un grand-père qui ne les aimera peu, être pas que de mourir de froid dans mes bras cette nuit. S'il te plaît, sauve-les. Elles sont la seule bonne chose qui reste de moi. Ne les laisse pas payer pour mes erreurs. Camille.
Étienne laissa tomber la lettre. Le papier glissa sur le sol de la voiture. Un silence assourdissant emplit l'habitacle, seulement brisé par le doux bruit des fillettes mâchant le chocolat et le ronronnement du moteur. J'ai très sommeil. Le froid s'insinue dans mes os. L'horreur lui glaça le sang plus vite que la tempête dehors. Étienne comprit immédiatement ce que ces mots signifiaient, hypothermie. Camille n'était pas partie chercher de l'aide. Camille avait abandonné. Elle se laissait mourir pour que les fillettes puissent être trouvées. « Antoine !» Le cri d'Étienne fut si fort que les fillettes sursautèrent sur leur siège et lâchèrent les chocolats. « Freine ! Fais demi-tour immédiatement !» La voiture fit une embardée lorsque le chauffeur, surpris, appuya sur le frein. « Mais monsieur, les enfants ! Au diable tout !» Étienne frappa la vitre de séparation de son poing. « Ma fille est en train de mourir dehors. Fais demi-tour tout de suite. Nous devons retourner au parc. » Il regarda les fillettes, qu'il observait maintenant avec peur, les yeux pleins de larmes, prêtes à couler. Étienne adoucit son expression, même si à l'intérieur il était déchiré. « Écoutez-moi bien, mes amours, » dit-il en prenant les mains collantes de chocolat de Valentine et Sophie. « Où est-ce que maman est restée? Vous devez me dire exactement où elle est restée. C'est très important. » Sophie, la plus petite, sanglota et désigna la fenêtre sombre. « Maman !» dit la fillette en larmes. « Elle a dit qu'on jouerait à cache-cache. Elle a dit qu'elle se cacherait sur le banc de pierre, celui qui est derrière la grille noire, et que nous devions t'attendre, toi. Elle a dit que tu étais la base pour nous sauver. » « Le banc derrière la grille noire, » répéta Étienne, son esprit travaillant à 1000 à l'heure. Il connaissait cet endroit. C'était l'entrée de service du jardin des Tuileries, à seulement 3 rues de l'endroit où il les avait trouvés. « Antoine !» dit-il par l'interphone d'une voix qui était de l'acier froid pur. « Appelle l'ambulance privée, dis-leur que c'est un code rouge et accélère à fond. Si elle meurt, nous mourrons tous aujourd'hui. » La voiture de luxe fit un demi-tour, dérapant sur la neige, et accéléra vers l'obscurité de la nuit, vers l'endroit où une mère avait livré sa vie en silence. Étienne serra la lettre froissée dans son poing jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, priant un Dieu auquel il ne croyait plus depuis des années, demandant une seule chose, du temps. Il n'avait besoin que d'un peu plus de temps. La Mercedes blindée rugit comme une bête blessée, ignorant les lois de la circulation et le bon sens, glissant dangereusement sur la couche de glace noire qui recouvrait l'avenue. Antoine conduisait, les jointures blanches sur le volant, le visage perlé d'une sueur froide qui n'avait rien à voir avec le chauffage du véhicule. À l'arrière, le silence s'était brisé. Valentine et Sophie pleuraient, des pleurs bas et constants, terrifiés par les cris précédents et la brusquerie de la manœuvre. Étienne ne les consola pas. Cette fois, il ne pouvait pas. Toute son attention était fixée sur la fenêtre, comptant les secondes, perçant l'obscurité du regard, cherchant désespérément la grille noire du parc. « Là !» cria Étienne, pointant une entrée de service à peine visible dans le blizzard. « Casse la chaîne s'il le faut, mais entre. » Antoine n'hésita pas. La voiture percuta le trottoir en montant avec un bruit sec qui secoua l'habitacle et s'arrêta à quelques mètres de l'entrée du parc. Avant que le véhicule ne s'arrête complètement, Étienne avait déjà ouvert la porte. Le vent le frappa d'une violence renouvelée, une gifle glaciale qui lui rappelait que la nature ne connaît ni compte bancaire ni noms illustres. « Restez ici, ne regardez pas !» ordonna-t-il aux fillettes en fermant la porte avec force derrière lui. Il courut vers l'obscurité. Ses pieds glissaient, ses poumons brûlaient à chaque bouffée d'air glacial, mais l'adrénaline avait effacé la douleur de ses articulations de 65 ans. Le banc de pierrefoy, répétait-il dans son esprit, derrière la grille. La visibilité était presque nulle. La neige tombait en draps épais, effaçant les contours du monde. Étienne avança à l'aveuglette, tâtonnant l'air, jusqu'à ce que sa main heurte le métal froid d'un lampadaire éteint. Il plissa les yeux. Quelques mètres plus loin, une forme irrégulière brisait la ligne droite du banc de pierre. C'était une masse recouverte de blanc. Elle ressemblait à un tas de vieux vêtements oubliés par un jardinier ou à un sac poubelle abandonné. Le cœur d'Étienne s'arrêta un instant. Il s'approcha lentement, la terreur lui paralysant les jambes. Il s'agenouilla dans la neige et de mains tremblantes écarta la couche de glace qui recouvrait la masse. Elle était là, Camille. Elle était recroquevillée en position fœtale, les genoux serrés contre la poitrine, essayant de conserver une chaleur qui n'existait plus. Elle ne portait pas de manteau. Elle l'avait laissé aux fillettes. Elle ne portait qu'un mince pull en laine trouée et un jean tellement usé que le tissu était presque transparent aux genoux. Sa peau, mon Dieu. Sa peau avait la couleur du marbre grisâtre. Ses lèvres étaient violettes, presque noires, et ses cils étaient gelés, scellant ses yeux. « Camille !» cria Étienne en la secouant par les épaules. Le corps était rigide, dur comme du bois.
Il n'y eut aucune réponse, pas un gémissement, pas un mouvement, rien. Étienne retira la veste de son costume, restant en chemise sous la tempête, et la jeta sur elle, frottant ses bras avec une frénésie désespérée. « Ne me fais pas ça !» hurla-t-il contre le vent, sa voix se brisant en un sanglot guttural. « Bon sang, ma fille, ne me fais pas ça. Réveille-toi, c'est papa. Je suis là. » Il posa son oreille sur sa poitrine. Le vent hurlait si fort qu'il était impossible d'entendre quoi que ce soit. Mais il sentit quelque chose, un mouvement léger, presque imperceptible, un battement, lent, douloureusement espacé, mais réel. Elle était vivante, à peine. « Antoine !» Le cri d'Étienne déchira la nuit. « Antoine !» Le chauffeur apparut en courant dans la brume blanche, glissant et retrouvant l'équilibre. En voyant la femme par terre, il se signa instinctivement. « Aidez-moi, doucement !» ordonna Étienne. Ensemble, ils soulevèrent le corps inerte de Camille. Elle pesait terriblement peu. Étienne sentit les côtes de sa fille à travers les vêtements mouillés, et la culpabilité le frappa plus fort que le froid. C'était un squelette enveloppé dans des chiffons. Ils la portèrent en courant vers la voiture, la neige fouettant leur visage dans une course macabre contre la mort elle-même. En arrivant à la Mercedes, Étienne ouvrit la porte arrière. Les jumelles qui avaient été collées à la vitre poussèrent un cri aigu en voyant leur mère ainsi. « Maman !» cria Sophie en essayant de se précipiter vers elle. « En arrière !» rugit Étienne, non par cruauté, mais par urgence. Ils placèrent Camille sur le siège, occupant presque tout l'espace. Étienne se glissa derrière elle, soulevant sa tête et la plaçant sur ses genoux. « À l'hôpital Laennec. »« C'est le plus proche !» cria-t-il au chauffeur. « Appelle et dis-leur de préparer l'unité de réanimation. Dis-leur qui je suis, qu'il remue ciel et terre. » La voiture démarra, dérapant violemment avant de gagner de la traction. À l'intérieur, la scène était un chaos d'émotions brutes. Les fillettes pleuraient hystériquement, touchant les jambes gelées de leur mère. « Elle est morte ?» demanda Valentine, les yeux écarquillés d'horreur. « Maman est morte comme papa ?» La question fut un poignard dans le cœur d'Étienne. « Non », dit-il en frottant les mains glacées de Camille entre les siennes, essayant de lui transmettre sa propre chaleur corporelle. « Non, mon amour. Maman est forte. Maman va se réveiller. » Mais en le disant, Étienne regardait le visage de sa fille. Elle ressemblait à une poupée cassée. Elle avait une petite cicatrice sur le front dont il ne se souvenait pas. Ses mains, les mains qui jouaient du piano lors des fêtes du manoir, étaient rugueuses, avec les ongles cassés et sales de terre. Travail acharné, pensa Étienne. Elle avait travaillé, peu importe quoi, pour survivre pendant qu'il achetait des entreprises et buvait du whisky de 50 ans d'âge. Sa princesse s'était brisé les mains et le dos pour nourrir ses enfants. « Respire, Camille, s'il te plaît, respire », murmurait Étienne près de son oreille, ignorant les larmes qui tombaient sur le visage de celle-ci. « Je te pardonne tout. Ne meurs pas. S'il te plaît, ne me laisse pas avec cette culpabilité. » La voiture volait sur les avenues de Paris. Les feux rouges n'étaient que des suggestions pour Antoine cette nuit-là. Étienne sentait que la température du corps de Camille ne montait pas. Elle restait un bloc de glace dans ses bras. La réalité médicale commençait à s'installer dans son esprit pragmatique. Hypothermie sévère, possible défaillance multi-organique. L'argent pouvait acheter beaucoup de choses, mais il n'était pas sûr de pouvoir acheter un retour de si loin. Soudain, Camille poussa un soupir entrecoupé, un son râpeux et agonique, comme si l'air avait des lames en entrant. « C'est ça !» encouragea Étienne, caressant ses cheveux mouillés et sales. « Batte-toi, ma fille, nous y sommes presque. » Il regarda les fillettes. Elles étaient agrippées aux pieds de leur mère, lui donnant de la chaleur avec leur petit corps, le regardant avec un mélange de terreur et d'espoir absolu. Dans ses yeux gris, Étienne vit sa propre rédemption ou sa condamnation éternelle. Si Camille mourait cette nuit, il mourrait avec elle, même si son cœur continuait de battre. Les lumières de l'entrée des urgences de l'hôpital Laennec clignotèrent sur le pare-brise mouillé, une explosion de blanc clinique et de rouge alarme. Antoine arrêta la voiture juste devant les portes automatiques, montant sur la rampe des ambulances. Avant que le moteur ne s'éteigne, Étienne frappait déjà la vitre de l'intérieur, criant aux infirmiers qui fumaient dehors, s'abritant du froid. « Camille, un brancard vite !» hurla-t-il en ouvrant la porte. Sa voix, habituée à donner des ordres dans des salles de réunion silencieuses, résonna avec une autorité désespérée qui fit réagir le personnel immédiatement. 2 aides-soignants et une infirmière coururent vers le véhicule. En voyant l'état de la femme sur la banquette arrière, la routine de l'urgence s'activa. Il n'y eut pas de questions bureaucratiques, seulement de l'action. Code bleu à l'entrée, hypothermie sévère,
cria l'infirmière pendant qu'il sortait Camille de la voiture et la déposait sur le brancard avec des mouvements précis et rapides. Étienne sortit derrière eux, mais s'arrêta net. Les fillettes. Il ne pouvait pas les laisser là. Il se retourna et vit Valentine et Sophie paralysées sur le siège en cuir, regardant leur mère se faire emporter, entourée d'étrangers en uniforme. « Venez !» Étienne tendit les bras. Les fillettes se précipitèrent vers lui, et il les chargea, une dans chaque bras, même si ses propres muscles tremblaient d'effort et de froid. Il entra dans l'hôpital en courant derrière le brancard, ignorant le poids des enfants, ignorant les regards des gens dans la salle d'attente, qui voyaient un homme âgé en chemise de ville trempée et sale, portant 2 fillettes habillées de fête et poursuivant une urgence vitale. « Monsieur, vous ne pouvez pas passer. » Un agent de sécurité tenta de s'interposer devant les portes battantes de la zone de réanimation. Étienne s'arrêta en haletant, les fillettes accrochées à son cou comme des naufragés. Ses yeux rougis et féroces se plantèrent dans ceux du garde. « Je suis Étienne de Montaigne, » dit-il, et le nom atterrit avec poids. « C'est ma fille. Si vous ne me laissez pas passer, j'achèterai cet hôpital demain et je vous licencierai, vous et toute votre lignée. Écartez-vous. » Le garde hésita, intimidé, non seulement par la menace, mais par la pure force de volonté qui émanait de l'homme. Mais un médecin, un homme grand avec des cheveux gris aux tempes, sortit des box. « Laissez-le, Martinez », ordonna le médecin en regardant Étienne. « Mais jusqu'ici, monsieur de Montaigne, nous avons besoin d'espace pour travailler. Si vous entrez, vous nous gênez. Si vous nous gênez, elle meurt. Vous comprenez ?» L'honnêteté brutale du médecin freina Étienne. Il regarda à travers les vitres des portes battantes. Il vit qu'on coupait les vêtements sales de Camille avec des ciseaux. Il vit qu'on lui mettait des masques à oxygène, des voies intraveineuses, des câbles de surveillance. Il vit sa poitrine nue et pâle, immobile. « Sauvez-la », murmura Étienne, son arrogance s'effondrant. « Je vous donnerai ce que vous voulez, une nouvelle aile, des équipements, des bourses, n'importe quoi, sauvez-la seulement. Nous ferons l'impossible, monsieur de Montaigne. Maintenant, je vous suggère de vous reposer. Ces enfants ont besoin d'un grand-père fort, pas d'un patient de plus. » Le médecin se retira, laissant Étienne seul avec l'écho de ses mots. Un grand-père fort. Étienne baissa les yeux vers Valentine et Sophie. Elles dormaient, la bouche légèrement ouverte, leur respiration synchronisée. Sous la lumière crue de l'hôpital, Étienne put voir les cernes violets sous leurs yeux, la peau presque transparente de leurs tempes. Il souleva doucement la main de Valentine. Elle était minuscule, fragile comme l'aile d'un moineau. Et alors il vit quelque chose qui lui fit serrer les dents de fureur. Une petite brûlure de cigarette ancienne et cicatrisée sur le dos de la main de la fillette. Non, ce n'était pas une cigarette. En regardant de plus près, il vit que c'était une ampoule due au frottement. Elles avaient traîné des choses, elles avaient travaillé ou porté des poids. La porte de la salle d'attente s'ouvrit et Hélène, sa gouvernante depuis 30 ans, entra. Antoine l'avait amenée. La femme, une matrone de 60 ans avec un cœur d'or qui avait toujours adoré Camille, porta les mains à sa bouche en voyant la scène. « Sainte Vierge !» murmura-t-elle en courant vers eux, les yeux pleins de larmes. « Monsieur de Montaigne, Antoine m'a raconté. C'est vrai, c'est ma petite Camille. »« C'est elle, Hélène, » répondit Étienne, sentant sa façade d'homme de glace s'effondrer devant la présence de quelqu'un qui connaissait son passé. « Elle est là, dedans, luttant pour respirer. » Hélène ne posa pas de questions stupides. Elle prit immédiatement en charge la situation pratique. Elle sortit des vêtements propres d'un sac, des lingettes humides et de la nourriture faite maison. « Donnez-moi les petites, monsieur. Vous devez vous laver le visage et changer cette chemise. Vous sentez la peur et la rue. Les petites iront bien avec moi. » Étienne permit à Hélène de prendre les jumelles. En perdant la chaleur de leur corps, il sentit un froid soudain, un vide dans la poitrine. Il se leva, ses genoux craquants, marcha vers la salle de bain de la salle d'attente, se regarda dans le miroir. L'homme qui lui renvoyait son regard n'était pas le requin de la finance qui faisait les couvertures de Forbes. C'était un vieil homme effrayé, les yeux injectés de sang, la barbe blanche ébouriffée et de la boue sur le front. Il se lava le visage à l'eau glacée, frottant fort, comme s'il voulait arracher la culpabilité de sa peau. Il se rappela la dernière fois qu'il avait vu Camille. C'était dans le bureau du manoir. Elle était debout devant son bureau en acajou, la tête haute, tenant la main de ce musicien, Julien. Étienne avait crié des choses horribles. « Si tu franchis cette porte avec ce pic-assiette, tu n'es plus ma fille. Tu reviendras en rampant quand tu n'auras plus d'argent. Tu n'auras pas un centime de mon héritage. » Elle n'était pas revenue en rampant. Elle avait préféré mourir gelée sur un banc plutôt que de lui demander de l'aide pour elle-même. Elle n'avait cédé que pour les enfants. Ce niveau de dignité l'humiliait.
Il pensait que l'argent était le pouvoir, mais Camille lui avait démontré que l'amour et le sacrifice étaient une force beaucoup plus violente. Il sortit de la salle de bain et trouva les fillettes réveillées. Hélène les nettoyait avec tendresse, leur parlant à voix basse. En voyant Étienne, Sophie se détacha d'Hélène et courut vers lui, s'accrochant à sa jambe. « Grand-père, maman est déjà réveillée ?» demanda-t-elle. Étienne s'accroupit. Il ne pouvait pas leur mentir, mais il ne pouvait pas non plus détruire leur espoir. « Maman dort d'un sommeil très profond pour guérir, princesse. Les médecins lui donnent des médicaments magiques, mais nous devons être forts et attendre. Vous avez faim ?» Les fillettes hochèrent la tête. Hélène sortit des sandwichs au jambon et au fromage. Étienne observa comment elle mangeait. Elle ne mangeait pas comme des enfants normaux, qui picorent et jouent avec la nourriture. Elle mangeait avec urgence, protégeant le sandwich avec leurs mains, comme si elle craignait que quelqu'un ne le leur enlève. C'était une habitude acquise dans la rue, un instinct de survie animale qui ne devrait pas exister chez des fillettes de 4 ans. Pendant qu'elle mangeait, Étienne prit le sac à dos vert usé qu'il avait apporté avec lui. Il avait besoin d'en savoir plus. Il avait besoin de comprendre les 5 années qu'il avait manquées. Il s'assit dans un coin et vida le contenu sur une table basse. À part la lettre et la photo, il y avait un petit cahier à spirale avec les couvertures déchirées. C'était un journal, ou plutôt un livre de contes. Étienne ouvrit les pages, il n'y avait pas de réflexion romantique, seulement des chiffres rouges. Octobre. Vente de la bague de maman 150 €. Nourriture 40. Loyer chambre 200. Médicaments Julien 80. Solde 170. Novembre. Julien Empire. Nous ne pouvons pas payer l'hôpital. J'ai été licencié du café pour avoir manqué des jours pour m'occuper de lui. Vente de la guitare, 60 €. Étienne tourna les pages, se sentant nauséeux. Chaque ligne était un coup. Janvier. Julien est mort aujourd'hui. L'enterrement le moins cher coûte 400. Je ne les ai pas. Pardonne-moi mon amour. Février. On nous a mis dehors de la chambre. Nous dormons au foyer Saint-Antoine. Il y a des punaises. Sophie s'est fait piquer au visage. Il arriva à la dernière page écrite, datée d'il y a 2 jours. Les filles demandent pourquoi nous ne mangeons pas. Je leur ai dit que nous jouons à faire des fées de l'air et que les fées ne mangent pas de nourriture lourde. Valentine a pleuré parce qu'elle avait mal au ventre. Dieu, si tu existes, aide-moi. Demain, nous irons au parc. Ils disent que là-bas les arbres protègent du vent. Étienne ferma brusquement le cahier. Il ne pouvait plus lire. Son compte bancaire avait 9 zéros à droite. 9. Et sa fille avait vendu sa bague de fiançailles pour 150 € pour manger. La disparité était si grotesque qu'Étienne eut envie de vomir. Il se leva brusquement, effrayant Hélène. « Antoine !» appela-t-il au téléphone, sa voix tremblante d'une colère contenue. « Prépare la voiture. Monsieur, vous êtes éveillé depuis 24 heures. J'ai dit de préparer la voiture. Hélène, reste avec les petites. Ne t'éloigne pas d'elles une seule seconde. Si les médecins disent quelque chose, appelle-moi immédiatement. »« Où allez-vous, monsieur ?» demanda Hélène, inquiète du regard sauvage dans les yeux de son patron. « Je vais voir l'enfer, » répondit Étienne. « Je vais voir où vivait ma fille. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. » L'aube à Paris était grise et plombée, reflétant l'état de l'âme d'Étienne. La neige avait cessé de tomber, mais la ville était couverte d'un manteau blanc sale, mélangé à la suie de la circulation. La Mercedes noire glissait dans les rues, s'éloignant du quartier chic et pénétrant dans les quartiers périphériques. Étienne avait trouvé une adresse dans la poche latérale du sac à dos sur un papier froissé d'une vieille citation à comparaître. Rue des Peupliers 45, rez-de-chaussée B, Belleville. Le nom de la rue semblait une blague cruelle du destin. « C'est ici, monsieur », dit Antoine en arrêtant la voiture devant un immeuble en briques apparentes, écaillé et triste. Les fenêtres avaient des grilles rouillées et il y avait des vêtements étendus, dégoulinant sur le trottoir. Étienne descendit de la voiture. Le contraste entre son costume 3 pièces, Antoine lui en avait apporté un propre, et l'environnement était abyssal. Un groupe de jeunes, au coin de la rue, le regarda avec hostilité. Étienne les ignora et marcha vers le portail. La porte était cassée, grande ouverte. L'odeur d'humidité et d'urine le frappa au visage en entrant dans le vestibule. Il descendit les escaliers vers le sous-sol, où devait se trouver le rez-de-chaussée B. Le couloir était sombre, éclairé seulement par une ampoule nue qui clignotait. Il frappa à la porte en bois gonflé par l'humidité. Personne ne répondit. « Ouvrez !» cria-t-il en frappant plus fort. La porte d'à côté s'ouvrit et une femme âgée avec des bigoudis dans les cheveux et une robe de chambre en ouate sortit. « Ne criez pas. Dites donc, il n'y a plus personne qui vit là, » dit la femme en le regardant avec méfiance.
La fille blonde et les petites, on les a mises dehors il y a 1 mois. Mises dehors ?» Étienne se tourna vers elle, sa voix tendue. « Qui? Le propriétaire ou l'agence immobilière? » « Je ne sais pas. Ils sont venus avec la police. C'était horrible. Les petites criaient. Les pauvres. » La mère s'accrochait au chambranle de la porte, suppliant qu'on lui laisse 1 semaine de plus que son mari venait de mourir. « Mais vous savez comment ils sont. Si vous ne payez pas, à la rue. » Étienne sentit ses jambes flancher. Il s'appuya contre le mur sale. « Savez-vous où elles sont allées? Au parc, je crois, ou sous les ponts. Elles ont laissé quelques affaires à la poubelle parce qu'elles ne pouvaient pas tout porter. Moi. » La femme hésita puis entra un moment chez elle. Elle sortit avec une petite boîte en carton. « J'ai gardé ça. J'avais de la peine que ça se perde. Ce sont des dessins des petites et quelques papiers. Je pensais qu'elles reviendraient être. » Étienne prit la boîte de main révérée. « Merci !» murmura-t-il en sortant un billet de 500 € de son portefeuille et en le mettant dans la main de la femme. « Merci pour votre humanité. » La femme regarda le billet, les yeux écarquillés, mais Étienne était déjà parti. Il monta dans la voiture avec la boîte sur les genoux. « Au parc, Antoine, à l'endroit où nous les avons trouvés. » Le voyage de retour vers le centre fut silencieux. Étienne ouvrit la boîte. Il y avait des dessins faits avec des crayons de couleur bon marché. Sur l'un d'eux, on voyait une silhouette haute avec un costume bleu et une couronne. En dessous, il y avait écrit « Grand-père roi sauvant maman ». Étienne passa le doigt sur le dessin, ressentant une vive douleur. Camille avait maintenu son image en vie comme un sauveur, même si le monde réel l'écrasait. Il y avait aussi des documents, des lettres de l'hôpital réclamant des dettes et, au fond de la boîte, il trouva le document d'expulsion, le papier officiel qui avait mis ses petites filles à la rue. Étienne lut l'entête et le monde s'arrêta. Ordre de lancement exécuté par l'agence immobilière Phoenix, une filiale du groupe Montaigne, l'air sortit de ses poumons avec un sifflement agonique. Groupe Montaigne, son entreprise, sa propre compagnie. Étienne lut le document encore et encore, espérant avoir mal compris, mais non. La signature au bas était celle de l'un de ses gestionnaires d'actifs immobiliers. Lui, Étienne de Montaigne, avait donné l'ordre général de nettoyer les actifs toxiques et d'expulser les locataires défaillants dans les quartiers pauvres pour revaloriser la zone. Il avait signé la politique qui avait exécuté l'expulsion. Il avait envoyé la police. Il avait mis sa propre fille et ses petites filles à la rue sans même le savoir. Le papier tremblait dans ses mains. L'ironie était si macabre, si parfaite dans sa cruauté, qu'Étienne eut envie de rire et de crier en même temps. Tout son empire, tout son pouvoir avait servi à écraser la seule chose qui lui importait. Il était un cannibale qui avait mangé sa propre descendance. « Monsieur, nous sommes au parc », annonça Antoine, le tirant de sa transe. Étienne regarda par la fenêtre. Maintenant, à la lumière du jour, l'endroit avait l'air différent, moins mystérieux, plus misérable. Il vit le banc de pierre derrière la grille noire. Il descendit de la voiture et marcha vers lui, traînant les pieds comme un condamné à mort. Il s'approcha du banc. En dessous, à moitié caché par des arbustes taillés, il y avait des cartons écrasés. C'était un lit improvisé. Il y avait des emballages de nourriture vides et dans un coin, protégé par une pierre pour qu'il ne s'envole pas, un petit flacon de verre avec une fleur séchée à l'intérieur. Une tentative pathétique et belle de décorer un foyer qui n'existait pas. Étienne s'assit sur le banc gelé, le même banc où sa fille s'était assise pour attendre la mort, afin qu'il puisse la voir. Il imagina Camille là, frissonnant, serrant les enfants, leur racontant des histoires sur un grand-père magique, pendant qu'elle sentait la vie lui échapper. « Je suis désolé !» cria-t-il au parc vide, sa voix se brisant en un hurlement de douleur. « Je suis tellement désolé, ma fille. » Des promeneurs le regardèrent étrangement, un homme riche criant aux arbres, mais Étienne s'en fichait. Il sortit son téléphone portable, composa le numéro de son directeur général. « Garcia », dit-il quand il répondit, sa voix froide et létale comme la glace. « Je veux que tu mettes fin à toutes les expulsions de l'agence immobilière Phoenix. Toutes, tout de suite. Mais, monsieur de Montaigne, les investisseurs. Je me fiche des investisseurs, rugit Étienne, si fort que les oiseaux s'envolèrent des buissons voisins. Et je veux que tu trouves le dossier d'expulsion de la rue des Peupliers 45. Je veux le nom du gérant qui l'a signé. Je veux que tu le vires et je veux que tu achètes cet immeuble entier et que tu le mettes au nom de mes petites filles. » Il raccrocha le téléphone. Il respirait difficilement. La fureur lui donnait de l'énergie, mais la culpabilité restait un poids de plomb dans son estomac. Il se leva du banc. Il recommençait à neiger. Un flocon de neige tomba sur sa joue, se mélangeant à une larme chaude. Il regarda vers l'hôpital au loin.
Il devait revenir. Il devait être là quand elle se réveillerait, si elle se réveillait. Et si elle le faisait, il devrait lui confesser le péché final, que le monstre qui les avait chassés de chez elle n'était pas un inconnu, mais le même roi mage qui prétendait maintenant les sauver. Abonnez-vous maintenant si vous voulez savoir comment Camille réagira en apprenant la vérité sur l'expulsion. Pourra-t-elle pardonner l'impardonnable? La tension est sur le point d'exploser à l'hôpital. Étienne monta dans la voiture. « À l'hôpital, Antoine, et vite. J'ai un mauvais pressentiment. » Tandis que la voiture s'éloignait, une rafale de vent souleva les cartons sous le banc, révélant un dernier objet qu'Étienne n'avait pas vu. Une petite médaille d'argent de la Vierge, celle que la mère d'Étienne avait offerte à Camille pour sa première communion. Elle brillait faiblement dans la neige, un témoin muet de la tragédie qui venait de se produire. Le couloir de l'unité de soins intensifs était un tunnel blanc et interminable qui sentait l'antiseptique et la peur. Lorsqu'Étienne franchit les doubles portes, le cœur battant contre ses côtes comme un animal en cage, le son qu'il craignait d'entendre perça l'air. Un bip aigu, continu et monotone. « Code bleu dans la 3, chariot d'arrêt. Maintenant !» cria une voix féminine de l'intérieur de l'une des chambres vitrées. C'était la chambre de Camille. Étienne sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il courut vers la vitre, ignorant les cris d'une infirmière qui tentait de l'arrêter. De l'autre côté de la vitre, la scène était une chorégraphie de terreur absolue. 3 médecins entouraient le lit. Camille, connectée à un enchevêtrement de tubes et de câbles, se cambrait violemment sur le matelas, tandis qu'un infirmier appliquait des compressions rythmées sur sa poitrine. Cette poitrine qui semblait de papier, si fragile qu'Étienne craignit qu'elle ne se brise sous la force des mains de l'homme. « Chargez à 200 !» ordonna le médecin-chef. « Éloignez-vous !» Le corps de Camille subit une secousse brutale en recevant la décharge électrique. Puis il retomba inerte comme une poupée de chiffon. Le bip continuait de sonner. « Pi-yé-yé-yé !» Étienne frappa la vitre de sa paume ouverte. Un coup sourd et désespéré. « N'ose pas !» rugit-il, la voix étouffée par les larmes. « N'ose pas partir maintenant que je sais ce que j'ai fait. Camille, bats-toi !» À l'intérieur de la chambre, le chaos continuait. Une autre dose d'épinéphrine, une autre charge. Étienne colla son front contre la vitre froide. Il voyait le visage de sa fille, pâle comme de la cire, les yeux fermés et enfoncés. Elle ressemblait à un cadavre. L'image de l'ordre d'expulsion avec le logo de son entreprise clignota dans son esprit, se superposant à l'image de sa fille mourante. Il l'avait mise dans ce lit. Il lui avait pris le toit, la nourriture, la chaleur. Chaque compression sur sa poitrine était de sa faute. Chaque seconde de ce bip infernal était une condamnation qu'il avait signée. « Allez, allez, nous avons un rythme !» cria quelqu'un à l'intérieur. Le bip continu se rompit. Bip, bip, bip. C'était un rythme erratique, faible, mais c'était la vie. Étienne se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre dans le couloir, haletant comme s'il avait couru un marathon. Il se couvrit le visage de ses mains, tremblant de manière incontrôlable. Il sentit une petite main sur son épaule. Il leva les yeux. C'était Valentine et Sophie. Elles s'étaient échappées de la salle d'attente, profitant de la confusion, et se tenaient là devant lui avec leurs robes de fête froissées et les yeux pleins de terreur. Elles avaient tout vu à travers la vitre. « Maman est partie avec papa ?» demanda Sophie avec un calme effrayant qui glaça le sang d'Étienne. Elle ne pleurait pas, elle attendait juste la confirmation, comme si la tragédie était la seule constante dans sa courte vie. Étienne s'obligea à se lever, même si ses jambes pesaient des tonnes. Il s'accroupit devant elle et les prit par les épaules, les regardant fixement dans les yeux. « Non !» dit-il avec fermeté, mentant avec la conviction d'un vendeur désespéré. « Non, maman est restée. Maman est têtue, tout comme son grand-père. Elle ne va nulle part. » Le médecin sortit de la chambre quelques minutes plus tard, essuyant la sueur de son front avec son avant-bras. Sa blouse verte avait une petite tache de sang. Il retira son masque et regarda Étienne avec une gravité qui ne présageait rien de bon. « Eh bien, monsieur de Montaigne, » dit le docteur à voix basse, jetant un regard de côté aux fillettes. « Pouvons-nous parler un instant seuls ?»« Non, » répondit Étienne, soulevant Sophie dans ses bras et prenant Valentine par la main. « Elles sont sa famille. Je n'ai pas de secret pour elles. Dites-le-moi. » Le médecin soupira, comprenant qu'il ne gagnerait pas cette bataille. Son cœur s'est arrêté pendant 40 secondes. Nous avons réussi à la ramener, mais son corps est à bout, monsieur de Montaigne. Ce n'est pas seulement l'hypothermie, c'est la dénutrition chronique. Elle a le cœur d'une femme de 90 ans. Le muscle cardiaque s'est consumé lui-même pour chercher de l'énergie, parce qu'elle n'avait ni graisse ni glucides à brûler. Elle pèse 38 kg. 38 kg. Étienne eut la nausée.
De quoi avons-nous besoin » demanda-t-il, sa voix sonnant creuse. « Une transplantation. Elle ne supporterait pas une chirurgie en ce moment, nia le médecin. Nous avons besoin d'un miracle métabolique. Nous devons la nourrir très lentement pour éviter le syndrome de renutrition qui pourrait la tuer en quelques heures, et nous avons besoin qu'elle veuille se battre. Honnêtement, monsieur, elle semble avoir abandonné. Lorsque le corps atteint ce niveau de détérioration, l'esprit se déconnecte souvent pour cesser de souffrir. Nous avons besoin de quelque chose qui l'ancre à ce monde. » Étienne regarda les fillettes. Elles étaient l'encre, mais Camille ne savait pas qu'elles étaient en sécurité. La dernière chose dont elle se souvenait était le froid, le banc du parc et la certitude de la mort. « Laissez-moi entrer », exigea Étienne. « Elle est inconsciente, sous sédatif. J'ai dit de me laisser entrer. » Le ton d'Étienne monta d'une octave, résonnant dans le couloir. « Elle a besoin de savoir que ses filles sont vivantes. Si elle croit qu'elles sont mortes, elle se laissera aller. Je dois lui dire. » Le médecin hésita une seconde, regardant la détermination féroce dans les yeux du magnat, puis la fragilité des fillettes. Finalement, il hocha la tête. « 5 minutes, et préparez-vous. La voir de près n'est pas facile. » Étienne entra dans la chambre. L'air était saturé d'oxygène et de bips électroniques. Il s'approcha du lit. De près, la détérioration était brutale. La peau de Camille était collée aux os de son visage. Ses pommettes saillaient comme des lames. Elle avait des ecchymoses sur les bras dus aux voies. Ses mains, reposant sur le drap blanc, étaient squelettiques avec les ongles bleus. Étienne plaça Sophie et Valentine sur une chaise à côté de la tête de lit, les élevant pour qu'elles soient à la hauteur du visage de leur mère. « Parlez-lui » murmura Étienne, la gorge serrée. « Dites-lui que vous êtes là. Dites-lui que vous avez chaud, que vous avez mangé. » Valentine, l'aînée, tendit sa main tremblante et toucha la joue de sa mère. « Maman, » dit la fillette, « le grand-père nous a donné du chocolat et un grand sandwich, et la voiture a du chauffage. » Sophie se pencha et lui donna un baiser sur le front, juste au-dessus d'un tube en plastique. « Ne viens pas encore, maman, » murmura la petite. « Le grand-père dit qu'il est magique. Il dit qu'il va réparer le château. Tu dois te réveiller pour le voir. » Étienne se plaça de l'autre côté du lit. Il se pencha vers l'oreille de sa fille, effleurant ses lèvres contre ses cheveux sales et emmêlés. « Ma fille !» Le mot sortit brisé, chargé de 5 ans de silence et de venin. « C'est papa. Écoute-moi bien, Camille. Elles vont bien. Elles sont avec moi. Personne ne les touchera. Personne ne les mettra à la rue, plus jamais. J'ai annulé l'ordre. Tu m'entends? J'ai acheté l'immeuble. Elles ont une maison. Elles ont un avenir. Mais elles ont besoin de toi. Je ne peux pas le faire seul. Je ne sais pas être père, et encore moins mère. Ne me laisse pas avec ce désastre. S'il te plaît, Camille. Punis-moi en vivant. Punissez-moi en m'obligeant à te voir tous les jours et à me souvenir de ce que je t'ai fait. Mais ne meurs pas. Le moniteur cardiaque ne changea pas de rythme. Bip, bip. Étienne prit la main osseuse de sa fille entre les siennes. Elle était glacée. Il commença à la frotter, essayant de lui transmettre sa propre vitalité, sa force brute, son entêtement. « Allez, ma petite » sanglota-t-il, appuyant son front sur le matelas. « Tu n'abandonnes jamais. Tu m'as affronté, tu as affronté le monde. Ne laisse pas le froid gagner. » Soudain, une des machines émit un bip différent, une alarme douce. Étienne leva la tête brusquement, terrifié. Il regarda le moniteur. Les chiffres de la saturation en oxygène montèrent lentement. 92%, 93%, 94%. La paupière de Camille eut un spasme. C'était léger, presque imperceptible, comme le battement d'ailes d'un papillon mourant, mais c'était réel. « Docteur » murmura Étienne, n'osant pas crier pour ne pas briser le sort. Les fillettes restèrent immobiles, retenant leur respiration. L'index de Camille bougea, effleurant la paume de la main d'Étienne. Un mouvement volontaire, un mouvement de préhension. Elle s'accrochait. Le réveil ne fut pas comme dans les films. Il n'y eut pas d'ouverture sereine des yeux, ni de sourire faible. Ce fut une explosion de panique primaire. Des heures après la crise, lorsque la lumière grise de l'aube commençait à filtrer à travers les stores vénitiens de la chambre, Camille aspira une bouffée d'air brusque, comme quelqu'un qui sort à la surface après avoir failli se noyer. Le son fut un halètement rauque et terrible qui réveilla Étienne, qui somnolait dans un fauteuil inconfortable avec Sophie sur ses genoux. Les yeux de Camille s'ouvrirent en grand. Ils étaient injectés de sang, exorbités, balayant le plafond inconnu, les lumières, les tubes. La terreur pure déforma son visage. Elle essaya de se redresser, mais les câbles et sa propre faiblesse la retinrent comme des chaînes invisibles. « Les filles !» Le cri fut un croassement à peine audible, déchiré par le tube du respirateur qu'on lui avait enlevé 1 heure auparavant. « Mes filles !»
Elle s'arracha la voix du bras gauche. Le sang éclaboussa le drap blanc. « Camille, attends !» Étienne sauta du fauteuil, laissant Sophie doucement mais rapidement, et se précipita sur le lit pour retenir les mains de sa fille avant qu'elle ne se fasse plus de mal. « Elles sont là! Elles sont là !» En sentant les mains grandes et fortes la retenir, Camille lutta avec une férocité née du désespoir. Elle ne reconnut pas Étienne au début. Elle ne vit qu'un homme, une menace, une autorité. « Lâche-moi !» cria-t-elle, en donnant de faibles coups de pied. « Ne les emmenez pas! Ne me les enlevez pas! Services sociaux! Non, s'il vous plaît !» La confusion lui faisait croire qu'elle était arrêtée, qu'on lui arrachait ses filles à cause de sa pauvreté. C'était le cauchemar récurrent de toute mère sans abri. « Camille, regarde-moi !» Étienne lui agrippa le visage des deux mains, l'obligeant à fixer son regard. « C'est papa. C'est le grand-père. Regarde !» Il tourna sa tête vers le fauteuil. Elles étaient là. Valentine et Sophie, réveillées par les cris, regardaient leur mère les yeux grands ouverts. « Maman ?» demanda Valentine en s'approchant timidement. Le corps de Camille se détendit instantanément en les voyant. Elle cessa de lutter contre Étienne. Son regard s'adoucit, se remplissant de larmes qui glissèrent vers ses oreilles. « Valène, Sophie !» murmura-t-elle en tendant ses bras tremblants. « Vous allez bien? Vous avez froid ?» Étienne la lâcha et s'écarta pour laisser les filles courir vers elle. Elles montèrent sur le lit avec précaution, évitant les câbles, et se blottirent contre sa poitrine. Camille les serra dans ses bras avec une force qu'elle ne devrait pas avoir, enfouissant son nez dans leurs cheveux, les reniflant, vérifiant qu'elles étaient réelles, et non une hallucination de la mort. « Nous avons chaud, maman, » dit Sophie. « Le grand-père nous a mis des manteaux. » Le grand-père. Camille leva les yeux. Ses yeux gris se plantèrent dans ceux d'Étienne, qui se tenait au pied du lit, les mains tombées le long du corps, se sentant comme un intrus dans sa propre rédemption. L'expression de Camille changea. Le soulagement disparut, remplacé par un mélange de confusion, d'incrédulité et finalement une froide dureté défensive. Elle se souvint du dernier appel téléphonique, elle se souvint du rejet, elle se souvint des 5 ans de silence. « Toi, » dit-elle. Sa voix était un fil de glace. « Que fais-tu ici ? » « Je vous ai trouvé, » dit Étienne en faisant un pas en avant. Il leva une main comme pour lui toucher le pied, mais Camille rétracta brusquement sa jambe sous le drap. « Ne me touche pas, » siffla-t-elle. Le rejet était physique, viscéral. « N'ose pas me toucher. »« Camille, s'il te plaît. Tu étais en train de mourir. Les filles étaient seules dans la neige. »« Parce que tu nous as laissés là !» Le cri lui coûta une quinte de toux sèche et douloureuse. Les filles eurent peur, et Camille les serra plus fort, les protégeant de lui. « Je t'ai demandé de l'aide. Je t'ai supplié il y a 3 mois. Julien se mourait, et je t'ai demandé de l'argent pour la morphine, et tu m'as raccroché au nez. » Étienne baissa la tête. La honte était un acide qui lui brûlait la gorge. « Je sais. Je suis un salaud. Je sais. Et maintenant quoi ?» Camille le regarda attentivement, ses yeux parcourant le costume cher, la montre qui dépassait de sa poche, la posture de pouvoir. « Tu viens jouer au héros, tu viens sauver les orphelines pour te donner bonne conscience. Où étais-tu quand on nous a mis dehors de l'appartement? Où étais-tu quand nous avons dormi dans le guichet automatique ?» Étienne sentit que le secret de l'expulsion lui pesait dans la poche de sa veste où il avait gardé le papier. Il ne pouvait pas le lui dire maintenant. Non, alors qu'elle le regardait avec tant de haine. S'il lui disait qu'il était le propriétaire de l'entreprise qu'il avait mise dehors, il la tuerait de chagrin ou elle s'arracherait les voix et traînerait les enfants à nouveau dans la neige. « J'étais aveugle, » dit Étienne, s'agenouillant au pied du lit. C'était la 2e fois qu'il s'agenouillait en 24 heures. Lui qui ne s'était jamais agenouillé devant personne. « J'étais aveugle d'orgueil, ma fille. Et tu as raison. Je ne mérite pas d'être ici. Je ne mérite pas que tu me regardes. Mais elles, » il montra les fillettes, « elles ne sont pas responsables d'avoir un grand-père idiot. » Camille caressa les cheveux de Sophie. La fillette somnolait à nouveau, en sécurité dans les bras de sa mère. La réalité pragmatique de la situation commença à s'infiltrer dans l'esprit de Camille. Elle était dans un hôpital privé. Elle était vivante. Ses filles étaient en sécurité, propres, nourries, et elle n'avait rien, pas de maison, pas d'argent, pas de force pour se lever. « Je n'ai nulle part où aller », admit Camille, et la phrase lui brisa la voix plus que la colère. « J'ai abandonné, papa. Hier soir, j'ai abandonné. Je voulais mourir. Je ne peux plus me battre. Tu as gagné. Tu avais raison. Sans ton argent, je ne suis rien. J'ai échoué. »« Non !» Étienne se leva d'un coup. La véhémence de sa voix surprit Camille. « Ne dis pas ça. Tu n'as pas échoué. Tu les as maintenus en vie. Tu t'es privé de nourriture pour la leur donner. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue.
Celui qui a échoué, c'est moi. J'ai tout l'argent du monde et je suis un pauvre type qui a failli tuer sa famille. Étienne mit la main dans sa poche intérieure, sortit la photo froissée, celle qu'il avait trouvée dans le sac à dos, et la posa sur la table de nuit. Tu as gardé ça avec toi pendant 5 ans, malgré tout ce que je t'ai fait. Pourquoi? Camille regarda la photo. Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. Parce que je voulais qu'elle sache qu'elle venait de quelque part, murmura-t-elle, qu'elles n'étaient pas des déchets de la rue, qu'elles avaient un grand-père qui était important, même s'il ne les aimait pas, je voulais qu'elles aient une identité. Étienne sentit son cœur se briser en deux. « Je les aime, dit-il, la voix brisée. Dieu sait que je ne sais pas comment faire, mais je les aime et je t'aime, Camille. Reviens à la maison, pas comme une vaincue. Reviens comme la propriétaire de tout. La maison est à toi. Mon argent est à toi, tout est pour elle. Laisse-moi seulement prendre soin d'elle. Laisse-moi essayer de réparer ce que j'ai cassé. » Il y eut un long silence. On n'entendait que le bourdonnement de la climatisation et la respiration des fillettes. Camille regarda son père. Elle vit les cernes, la boue sur ses chaussures, le tremblement de ses mains. Elle vit un vieil homme effrayé, pas le tyran dont elle se souvenait. « Je ne te pardonne pas, » dit-elle finalement. Ce fut une sentence ferme. « Je ne peux pas te pardonner pour l'instant, ça fait trop mal. Julien est mort en pensant que tu le haïssais. Ça ne s'efface pas avec un chèque. » Étienne hocha la tête, acceptant la punition. « Je comprends, mais… » Camille regarda Valentine, qui souriait en dormant. « Mais je ne vais pas traîner mes filles en enfer à cause de mon orgueil. Si tu es prêt à nous aider sans condition, sans… Je te l'avais dit, sans nous contrôler. Alors j'accepte ton aide. Pour elle, sans condition, jura Étienne immédiatement. Je le jure sur la mémoire de ta mère. » Camille ferma les yeux, épuisée. L'adrénaline s'estompait et la douleur physique revenait. « Alors, merci, murmura-t-elle. Maintenant, va-t'en, j'ai besoin de dormir. Et s'il te plaît, emmène les filles au manoir. Je ne veux pas qu'elles me voient pleurer quand je penserai mes blessures. Je ne m'éloignerai pas, promit Étienne. Il embrassa la tête des fillettes et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. « Camille ? » « Quoi ?» Elle n'ouvrit pas les yeux. « Julien était un homme bon. Il a pris mieux soin de toi que moi. Je me suis trompé à son sujet aussi. » Camille poussa un sanglot étouffé, se couvrant le visage de ses mains. Étienne sortit dans le couloir en fermant doucement la porte. Il s'appuya contre le mur et respira profondément. Il avait obtenu une trêve, mais il savait que la guerre n'était pas terminée. Le secret de l'expulsion était toujours là, une bombe à retardement attendant d'exploser et de détruire la paix fragile qu'il venait de construire. Il regarda sa montre. Il était 8 heures du matin. Il avait du travail à faire. Il devait transformer un manoir vide en un foyer avant que ses petites filles n'arrivent. Et il devait s'assurer que personne, absolument personne, ne sache jamais qu'il avait signé l'ordre qui les avait laissés à la rue. Le silence du manoir Montaigne avait toujours été sa plus grande fierté. C'était un silence de qualité, isolé par des murs de pierre et des fenêtres à triple vitrage, un silence qui criait l'argent et l'intimité. Mais cette nuit-là, en entrant avec Valentine et Sophie par la main, ce même silence parut à Étienne une tombe. Les fillettes marchaient sur la pointe des pieds sur le sol de marbre du vestibule, regardant vers le haut, vers l'immense lustre en cristal de Bohême, avec un mélange d'émerveillement et de terreur. Elles s'accrochaient au pantalon d'Étienne, comme s'il était la seule bouée de sauvetage dans un océan de luxe intimidant. « Bienvenue à la maison », dit Étienne. Sa voix résonna avec un écho métallique qui lui déplut. Hélène, la gouvernante, apparut en descendant l'escalier principal, s'essuyant les mains sur son tablier. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant les petites, déjà propres, mais vêtues de vêtements improvisés, qu'Étienne avait fait acheter d'urgence dans une boutique de l'aéroport en attendant des nouvelles de Camille. « Mes petites !» s'exclama Hélène en s'agenouillant. Les jumelles, reconnaissant la bonté sur son visage, coururent vers elle. Étienne resta seul au centre du vestibule. Il se sentit inutile. Il avait dirigé des fusions d'entreprises de plusieurs milliards, mais il ne savait pas quoi faire avec 2 fillettes de 4 ans dans une maison conçue pour ne pas être touchée. « Hélène !» ordonna Étienne, retrouvant son ton de commandement pour masquer son insécurité. « Préparez la chambre bleue et la rose, retirez tout ce qui est cassable. Je veux que la cuisine soit ouverte 24 heures sur 24. Si elles veulent de la glace à 3 heures du matin, donnez-leur de la glace. »« Oui, monsieur. »« Et Madame Camille ?»« Elle viendra bientôt. Elle se remet. » Étienne se dirigea vers son bureau. Il avait besoin d'un verre, mais en ouvrant la porte en chêne massif, il s'arrêta. Ce bureau avait été l'endroit où il avait condamné sa fille à l'exil.
C'est là qu'il avait signé les papiers pour la déshériter. Et pire encore, c'est là qu'était la preuve de son plus grand crime. Il ferma la porte à clé et marcha vers le coffre-fort caché derrière un tableau de Goya. Ses doigts composèrent le code avec une rapidité fiévreuse. Le mécanisme fit un léger clic. À l'intérieur, entre des liasses de billets et des lingots d'or, se trouvait le dossier bleu foncé avec l'étiquette foi, agence immobilière Phoenix, actifs toxiques, expulsion, quatre. Il le sortit comme s'il s'agissait de matière radioactive, l'ouvrit sur le bureau. La liste était là. Des centaines d'adresses, des familles qui ne pouvaient pas payer. Et à la ligne 42, rue des Peupliers 45, rez-de-chaussée B, Étienne regarda sa propre signature à la fin du document d'autorisation massive. Une écriture élégante, ferme, faite avec un stylo Montblanc de 1000 €. Cette signature avait envoyé la police défoncer la porte pendant que ses petites filles pleuraient à l'intérieur. « Monstre !» se murmura-t-il à lui-même. Il alluma le destructeur de documents qu'il avait à côté du bureau, imite le document. Le bruit des lames mâchant le papier fut le son le plus satisfaisant qu'il ait entendu depuis des années. Il vit sa signature se transformer en confetti méconnaissable, mais il savait que détruire le papier n'effaçait pas le fait. Si Camille apprenait un jour que Phoenix était une société écrin de son propre père, le pardon serait impossible. Elle partirait pour toujours et emmènerait les filles. « Ta !» Étienne sursauta, fermant le coffre-fort d'un coup. « Qui est là ?» aboya-t-il. « C'est moi, grand-père. » Une petite voix de l'autre côté. Étienne respira profondément, composa son visage et ouvrit. C'était Sophie. Elle portait un pyjama en flanelle neuf, avec des oursons qui lui allaient un peu grands. « Qu'y a-t-il, ma petite ? Tu n'arrives pas à dormir ?»« J'ai peur, » dit la fillette en regardant l'obscurité du couloir. « Cette maison est très grande, et il y a des ombres. » Étienne sentit un pincement au cœur. Il s'accroupit. « Il n'y a pas de mauvaises ombres ici, Sophie. Je me suis chargé de toutes les chasser. »« Et toi, où dors-tu » demanda-t-elle. « Juste à côté. Je peux dormir avec toi ?» Maman dit que les grands-pères ronflent, mais ça ne me dérange pas. Étienne, l'homme qui n'avait jamais permis à personne de dormir dans son lit, pas même à ses épouses, préférant toujours des chambres séparées. Il hocha la tête sans hésiter. Bien sûr que oui. Allons-y. Cette nuit-là, Étienne de Montaigne dormit sur le bord de son immense lit king size avec une petite fille blottie au centre, respirant doucement. Il ne ferma pas l'œil. Il passa la nuit à surveiller la porte, comme un vieux chien de garde, jurant en silence qu'il protégerait ce rêve innocent de tout mal, même si le mal était lui-même. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités frénétiques. Étienne n'alla pas au bureau, il délégua tout. Sa seule mission était de transformer le mausolée en un foyer avant que Camille ne sorte de l'hôpital. Il engagea une équipe de décorateurs, mais les congédia au bout de 2 heures car il voulait mettre du beige minimaliste. « Je veux de la couleur !» leur cria Étienne. « Je veux que ça ait l'air que des enfants vivent ici, pas des architectes dépressifs. » Il alla lui-même au magasin de jouets. Il acheta tout. Maison de poupées, vélos, Lego, peluches géantes. Il remplit le salon principal de jouets, déplaçant des sculptures précieuses pour faire de la place à un fort de coussins. Lorsque le médecin appela 3 jours plus tard pour dire que Camille était prête à sortir, la maison était méconnaissable. Elle sentait les biscuits cuits au four. Hélène était ravie, et il y avait un tricycle garé à côté du piano à queue. « Antoine, prépare la limousine », ordonna Étienne. Il se regarda dans le miroir. Il avait rasé sa barbe ébouriffée, mais il avait laissé sa moustache blanche parce que Valentine trouvait ça drôle. Il ajusta sa cravate. Il était terrifié. Affronter un conseil d'administration hostile était un jeu d'enfant comparé au fait de ramener sa fille dans la maison d'où il l'avait expulsée. Le trajet depuis l'hôpital fut tendu. Camille se rendit en fauteuil roulant jusqu'à la voiture, encore trop faible pour marcher sur de longues distances. Sa minceur était douloureuse à voir sous la lumière du jour. Elle portait un nouveau manteau en cachemire doux qu'Étienne lui avait apporté, mais elle le serrait avec méfiance, comme si le tissu pouvait la brûler. Étienne était assis en face d'elle, les fillettes à ses côtés. Valentine et Sophie ne cessaient de parler, racontant à leur mère la maison, les jouets et la nourriture. « Et le grand-père a une télé géante qui sort du sol », disait Valentine, excitée. « Et Hélène nous a fait des crêpes avec une tête de Mickey », ajoutait Sophie. Camille écoutait et souriait faiblement, caressant les mains de ses filles, mais ses yeux ne souriaient pas. Ses yeux gris balayaient Étienne avec une froideur calculatrice. Il donnait à ses filles tout ce qu'elle n'avait pas pu leur donner depuis des années. Elle aurait dû être reconnaissante, mais elle se sentait humiliée. Elle sentait qu'il achetait l'affection des filles, prouvant sa thèse d'il y a 5 ans.
Sans mon argent, tu n'es rien. » La voiture entra par le portail en fer forgé du manoir. Les jardins étaient impeccables, couverts d'une neige vierge qui brillait au soleil. Camille regarda la façade imposante de la maison où elle avait grandi. Elle ne sentait pas de nostalgie, elle sentait la nausée. Elle se souvenait des cris, de la solitude, de la pression d'être l'héritière parfaite. Antoine ouvrit la porte. Étienne descendit le premier et tendit la main pour aider Camille. Elle la regarda une seconde, hésitante, et finalement s'appuya sur lui juste assez pour descendre et s'asseoir dans le fauteuil roulant qu'Antoine avait préparé. « Bienvenue à la maison, ma fille, » dit Étienne. « Ce n'est pas ma maison, » répondit-elle à voix basse pour que les filles ne l'entendent pas. « C'est ta maison. Je ne suis qu'une réfugiée ici. » Étienne encaissa le coup sans sourciller. « Comme tu voudras, allons à l'intérieur, il fait froid. » En entrant, le personnel était aligné dans le vestibule pour l'accueillir. « Bienvenue, Madame Camille, » dirent-ils à l'unisson. Camille se recroquevilla sur sa chaise. Elle détestait cette pompe. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, » dit-elle d'une voix fatiguée. « Je suis juste Camille. Je n'ai pas besoin de révérence. » Étienne fit un geste et le personnel se dispersa rapidement. Il poussa la chaise vers le salon principal. Camille retint son souffle. Le salon, auparavant un musée de meubles anciens et d'interdits. Ne touche pas ça. Ne cours pas là. Il était transformé. Il y avait un tapis de couleurs vives sur le tapis persan. Il y avait des jouets éparpillés. Le vase de la dynastie Ming avait disparu, et à sa place, il y avait un cadre numérique diffusant des photos des filles. « Qu'as-tu fait ?» demanda Camille en tournant la tête pour le regarder. « J'ai fait de la place », dit Étienne simplement. « Les vieilles choses encombrent. » Valentine courut vers le piano à queue. « Maman, maman, joue !» Le grand-père a dit que tu jouais de la musique magique. Camille regarda le piano. C'était son vieux Steinway. Elle n'y avait pas touché depuis 5 ans. Ses doigts, calleux et rugueux à force de frotter les sols et de laver la vaisselle à l'eau froide, tremblèrent sur ses genoux. « Je ne peux pas, mon amour, » dit-elle en cachant ses mains. Maman a les mains fatiguées. « Juste un peu, » insista Sophie. Étienne s'approcha et s'assit sur le tabouret du piano. « Si maman ne peut pas, le grand-père va essayer, » dit-il. Et avec un doigt, il commença à jouer maladroitement la mélodie de foi. « Ah, vous dirais-je, maman fois Twinkle, Twinkle, Little Star. » C'était ridicule. Le grand magnat jouant comme un enfant de 3 ans. Les filles rirent aux éclats. Camille ne rit pas, mais la tension dans ses épaules baissa d'1 millimètre. Il essayait. Il se rendait vraiment ridicule pour elle. « Je veux aller dans ma chambre, » dit Camille, coupant soudain le moment. « Bien sûr, ton ancienne chambre est prête. »« Non, » l'interrompit-elle. « Je ne veux pas mon ancienne chambre. Cette chambre est pleine de fantômes. Je veux celle d'invité, celle du rez-de-chaussée, celle qui a une sortie sur le jardin. Mais, elle est petite. C'est celle que je veux. Je veux pouvoir sortir si je me sens étouffé. » Étienne hocha la tête. « Comme tu voudras. Hélène, t'y conduiras. » Cette nuit-là, après avoir couché les filles, qui insistèrent pour dormir à nouveau dans le lit géant d'Étienne, en faisant une routine, Étienne descendit à la cuisine pour un verre d'eau. Il y trouva Camille. Elle était debout, appuyée sur le comptoir, tenant un verre de lait, regardant l'obscurité du jardin à travers la fenêtre. Elle portait une robe de chambre en soie qu'Hélène lui avait prêtée, mais elle avait toujours l'air fragile, comme si une brise pouvait la briser. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Étienne en s'arrêtant sur le seuil. Camille ne se retourna pas. « J'attends que tu viennes me dire le prix, » dit-elle. « Le prix de tout ça. » Camille se retourna, montrant du doigt la cuisine haut de gamme, la maison, la sécurité. « Tu ne donnes jamais rien gratuitement, papa. Il y a toujours une clause en petits caractères. Que veux-tu en échange? La garde des filles? Que je renonce à mon nom de femme mariée? Que je signe un papier? Point disant que j'étais folle. Dis-le-moi maintenant et finissons-en. » Étienne sentit une douleur aiguë dans la poitrine. Il récoltait ce qu'il avait semé pendant des décennies. « Il n'y a pas de prix, Camille. »« Mince songe !» cria-t-elle, et le verre de lait trembla dans sa main. « Il y a toujours un prix. Tu m'as chassé parce que j'ai épousé un pauvre. Tu as laissé mon mari mourir sans médicaments. Et maintenant tu es le bon samaritain. Je ne te crois pas, parce que j'avais peur, » cria Étienne en entrant dans la lumière. « J'avais peur que tu aies raison. J'avais peur que tu sois heureuse sans mon argent. Et cela signifierait que toute ma vie, tout mon empire ne valait rien. Je t'ai puni parce que je t'enviais, Camille. J'enviais le fait que tu étais capable d'aimer quelqu'un plus que l'argent. » Camille resta paralysée. Jamais, au grand jamais, elle n'avait entendu son père admettre une faiblesse. Étienne s'approcha, les mains ouvertes en signe de reddition. « Le prix, c'est moi qui le paie, ma fille. Le prix, c'est de voir comment mes petites filles me regardent et de savoir que je ne mérite pas leur amour.
Le prix, c'est de voir tes mains brisées et de savoir que j'aurais pu l'éviter. Je ne veux rien de toi. Je veux que tu me laisses être proche. Je veux les voir grandir et je veux que tu guérisses. C'est tout. Camille le regarda longuement. Elle respirait fort. Il y a autre chose, dit-elle, et son ton changea. Il devint inquisitif, dangereux. Quand on nous a mis dehors de l'appartement, le policier a dit quelque chose. Il a dit que l'ordre venait d'en haut, de la société mère, l'agence immobilière Phoenix. Le cœur d'Étienne s'arrêta. Le monde se figea. Je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise, continua Camille en fronçant les sourcils. Mais j'ai cherché le nom à l'hôpital, sur le téléphone d'une infirmière. Phoenix est une société anonyme. Les propriétaires n'apparaissent pas. Étienne garda son visage impassible, utilisant chaque once de son expérience en poker d'affaires. Ses mains suaient froid. Ce sont des fonds vautours, Camille. Des investisseurs sans visage. Ils achètent de la dette et exécutent. Ce sont des fléaux. Tu as des affaires avec eux ? Demanda-t-elle directement. Ses yeux gris se plantèrent dans les siens comme des perceuses. C'était le moment. La vérité ou le mensonge. La rédemption ou la survie. Non, mentit Étienne sans ciller. Je ne fais pas d'affaires avec ces gens-là. Mes affaires, c'est la construction et la banque, pas la spéculation bon marché. Camille soutint son regard quelques secondes de plus. Elle semblait chercher la fissure dans son armure. Finalement, elle soupira et baissa les yeux vers son verre de lait. « Je suis contente, dit-elle, parce que si j'apprenais que tu avais quelque chose à voir avec ces gens, avec les gens qui nous ont jetés à la rue comme des ordures, je te jure, papa, que je prendrais les filles et je disparaîtrais, et cette fois tu ne nous retrouverais jamais. » « Tu ne le feras jamais, dit Étienne, sentant la bile lui monter à la gorge à cause du mensonge. Maintenant va te reposer. Demain, un kinésithérapeute viendra pour toi. Tu dois reprendre des forces. Camille hocha la tête et sortit de la cuisine en traînant les pieds. Étienne resta seul, appuyé sur le comptoir, tremblant. Il avait sauvé le moment, mais il avait scellé son destin. Maintenant, il n'était plus seulement un mauvais père repentant. Il était un menteur qui dormait sous le même toit que ses victimes. Il regarda son reflet dans la fenêtre sombre. Il ne vit pas un millionnaire. Il vit un homme marchant sur une corde raide, au-dessus d'un abîme de feu, et la corde s'effilochait. La fausse paix au manoir Montaigne dura exactement 72 heures. Ce furent 3 jours d'un idylle fragile construit sur des fondations de cristal, où les rires de Valentine et Sophie remplissaient les couloirs et masquaient la tension souterraine qui vibrait entre père et fille. Étienne s'efforçait trop, avec cette intensité maniaque de celui qui sait qu'il marche sur une mine antipersonnelle. Il achetait des cadeaux absurdes, organisait des goûters excessifs et évitait toute conversation profonde avec Camille, se retranchant derrière de faux appels de travail chaque fois qu'elle le regardait avec trop d'intensité. L'explosion arriva un mardi soir pendant le dîner. Dehors, une nouvelle tempête s'abattait sur Paris, frappant les fenêtres blindées avec fureur. À l'intérieur, la salle à manger était éclairée par la lumière chaude des bougies. Idée des filles. Camille, avec un peu plus de couleur sur les joues, bien que toujours douloureusement mince, coupait un morceau de poulet pour Sophie. Étienne les observait depuis le bout de la table avec un verre de vin rouge intact à la main, sentant pour la première fois depuis des années que sa vie avait un but au-delà de l'accumulation de zéros sur un compte bancaire. L'interphone mural bourdonna, brisant l'harmonie. « Monsieur de Montaigne », la voix du chef de la sécurité était tendue. « Nous avons une situation à la porte principale. Il y a un homme qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Étienne fronça les sourcils. « Je ne reçois personne à cette heure. Qu'il parte ou appelez la police. Monsieur, il dit qu'il s'appelle Leroy. Il dit que vous savez pourquoi il est là, et que s'il ne vous reçoit pas, il parlera à la presse qui est garée au coin de la rue pour couvrir la tempête. » La couleur disparut du visage d'Étienne. Leroy, le gérant de l'agence immobilière Phoenix, l'homme qui avait signé l'expulsion et qu'Étienne avait licencié sans ménagement par téléphone quelques jours auparavant pour couvrir sa propre trace. C'était une bavure qui revenait pour l'étrangler. « Antoine, » dit Étienne, se levant si brusquement que sa chaise grinça contre le sol. « Amène les filles et Camille au salon de jeu. Mets un film. Monte le volume. » Camille le regarda, alerte. Son instinct de survie, aiguisé dans les rues, détecta la panique dans les yeux de son père. « Qui est Leroy ?» demanda-t-elle. « Personne. Un ancien employé mécontent. Affaires ennuyeuses de l'entreprise. S'il te plaît, va avec les filles. » Mais c'était trop tard. Avant qu'Antoine ne puisse les escorter, on entendit une agitation dans le vestibule, des cris, le bruit d'un corps heurtant une porte.
Et alors les rois fit irruption dans la salle à manger, son manteau trempé et les yeux injectés de haine, suivi par 2 gardes de sécurité qui tentaient de le retenir. « Lâchez-moi, gorille !» cria les rois en se secouant. « Je viens chercher mon indemnité de licenciement, Étienne. Tu ne peux pas me virer comme un chien après 15 ans à faire ton sale boulot. Sortez-le d'ici !» rugit Étienne, avançant vers lui pour bloquer la vue de Camille. Maintenant, les rois s'arrêta net en voyant la table dressée. Ses yeux parcoururent la scène domestique, les bougies, les filles effrayées, et finalement se posèrent sur Camille. Un sourire tordu et cruel apparut sur son visage. « Tiens, tiens !» dit les rois en haletant. « L'ironie est exquise. Te voilà en train de dîner au chaud pendant que je suis à la rue. Tu la reconnais, Étienne? C'est la locataire du rez-de-chaussée B, celle que tu m'as ordonné de jeter à coups de pied. » Le silence qui tomba sur la salle à manger fut plus lourd que la dalle d'une tombe. Camille se leva lentement, lâchant le couteau sur l'assiette avec un tintement aigu. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda-t-elle d'une voix qui n'était qu'un murmure. Étienne se retourna, désespéré. « Camille, ne l'écoute pas. Il est fou. Il est ivre. »« Je ne suis pas ivre !» hurla les rois en sortant un téléphone portable de sa poche. « J'ai les courriels, Étienne. J'ai les ordres signés par toi. » Il se dirigea vers Camille, ignorant les gardes. « Madame, votre père est le seul propriétaire de l'agence immobilière Phoenix. Il a ordonné le nettoyage des actifs toxiques à Belleville. Il a personnellement approuvé votre expulsion. Je ne faisais qu'obéir aux ordres, et maintenant il me licencie pour faire le saint devant vous. » Les rois lança le téléphone sur la table, le faisant glisser jusqu'à ce qu'il heurte le verre de Camille. Sur l'écran brillait un document numérique, le même qu'Étienne avait détruit, mais dans sa version électronique originale. Camille regarda le téléphone, lut l'entête, lut la signature numérique de son père. Le monde s'arrêta. Les bruits de la tempête, les cris de les rois, les pleurs effrayés de Sophie, tout s'évanouit. Il ne restait que la vérité nue et purulente, sur la nappe de lin blanc. Étienne sentit qu'il s'étouffait. Il s'approcha d'elle, les mains tendues. « Ma fille, laisse-moi t'expliquer. Je ne savais pas que c'était toi. C'était un ordre général. Tu. » Camille leva les yeux. Ses yeux gris qui quelques jours auparavant avaient commencé à montrer de la gratitude étaient maintenant morts, vides. C'était le regard de quelqu'un à qui on a arraché l'âme pour la 2e fois. « Tu, » dit-elle. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. C'était une déclaration de fait. « Tu nous as jetés dehors, tu as envoyé la police, tu as fait dormir mes filles dans la neige. »« Je ne savais pas que c'était toi, » cria Étienne, des larmes de désespoir jaillissant de ses yeux. « Je te le jure sur ma vie, si je l'avais su, j'aurais brûlé le monde avant de te laisser à la rue. »« Mais tu l'as fait, » répliqua Camille avec un calme terrifiant. « Tu l'as fait à une mère, à des enfants. Peu importait si c'était nous ou non, tu l'as fait pour de l'argent. » Et puis sa voix se brisa, mais elle retrouva sa force à l'instant. « Et ensuite tu m'as menti en face, tu m'as amené ici, tu m'as nourri, tu as joué avec mes filles sachant que tu étais le bourreau. Je l'ai fait pour te protéger. J'avais peur que tu partes. » Camille laissa échapper un rire sec, sans humour, qui glaça le sang de toutes les personnes présentes. « Me protéger? Tu es le danger, papa. Tu l'as toujours été. Le froid ne nous a pas tués. La faim ne nous a pas tués. Tu as failli nous tuer, toi. » Elle se tourna vers les filles qui pleuraient, agrippées aux jambes d'Antoine. « Valentine, Sophie, allons-y. »« Où ?» demanda Valentine terrorisée. « Dans la rue encore. N'importe où qui ne soit pas cet enfer doré. » Camille marcha vers la sortie, passant à côté de Leroy, qui la regardait avec un mélange de triomphe et de honte. Étienne essaya de l'attraper par le bras. « Tu ne peux pas partir, tu es malade. Elles n'ont nulle part où aller, » cria Étienne. Camille se dégagea d'un mouvement brusque, comme si le contact lui brûlait la peau. « Je préfère mourir dans un fossé avec dignité que de vivre une minute de plus sous le même toit que toi. Tu es un monstre, Étienne de Montaigne, et cette fois, je ne reviendrai jamais. » Camille sortit de la salle à manger en traînant les pieds, faible mais poussé par une fureur nucléaire. Étienne resta pétrifié, regardant sa vie s'effondrer en temps réel. Les rois, voyant le mal fait, laissa échapper un rire nerveux. « Eh bien, je crois que j'ai mon indemnité de licenciement, » murmura-t-il. Étienne se tourna vers lui. Il n'y avait pas d'humanité dans ses yeux à ce moment-là, seulement une obscurité abyssale. « Sortez-le, » dit-il à voix basse aux gardes, « et assurez-vous qu'il ne puisse plus marcher sans douleur le reste de sa vie. » Pendant que les gardes traînaient les rois dehors, Étienne courut après sa fille. Il ne pouvait pas la laisser sortir dans la tempête. Pas, encore une fois. Le vestibule du manoir était une scène de chaos émotionnel. Camille essayait d'ouvrir la lourde porte en chêne de ses mains tremblantes, mais elle était verrouillée par le système de sécurité nocturne. Elle frappait le bois de ses poings, frustrée, pleurant de pure impuissance. «
Valentine et Sophie étaient assises sur la première marche de l'escalier, enlacées, regardant la scène avec des yeux qui avaient vu trop de tragédies pour leur jeune âge. « Ouvre la porte !» cria Camille en voyant Étienne apparaître dans le couloir. Elle s'appuya contre le mur, glissant jusqu'au sol, car ses jambes ne la soutenaient plus. Son corps, encore en convalescence, s'effondrait sous le stress. Étienne s'arrêta à 3 mètres d'elle. Il ne s'approcha pas. Il savait que s'il s'approchait, elle l'attaquerait ou se briserait. « Je ne vais pas l'ouvrir, » dit-il. Sa voix n'était pas autoritaire, elle était suppliante. « Il fait négatif 10 degrés dehors, Camille. Il neige. Si tu sors, tu meurs. » Et elle meurt. « Je m'en fiche, » sanglota-t-elle, cachant son visage entre ses genoux. « Tout est mieux que d'être avec toi. Tu me dégoûtes. Tout ça est un mensonge. Tes cadeaux, ton inquiétude, tout est culpabilité. Tu veux juste te donner bonne conscience. » Étienne regarda ses petites filles. Sophie avait son pouce dans la bouche. Valentine lui tenait la main. Elles étaient les seules innocentes dans cette guerre. Étienne respira profondément. Il savait ce qu'il devait faire. C'était le geste le plus risqué de sa vie, plus risqué que n'importe quel investissement en bourse. Il devait se mettre à nu émotionnellement, chose qu'il n'avait faite ni avec ses épouses, ni avec ses parents, ni avec personne. Il marcha lentement jusqu'au centre du vestibule et se laissa tomber à genoux sur le marbre froid. Il ne s'agenouilla pas pour demander pardon. Il s'agenouilla parce que le poids de sa propre misère ne lui permettait pas de se tenir debout. « Tu as raison, » dit Étienne. Sa voix résonna dans la haute pièce. « Je suis un monstre. Tu as absolument raison. » Camille leva la tête, surprise par la confession. « Je ne t'ai pas chassé il y a 5 ans parce que tu avais épousé un pauvre, » continua Étienne en regardant le sol, incapable de soutenir le regard de sa fille. C'était l'excuse. La vérité est beaucoup plus pathétique. Les filles cessèrent de pleurer en écoutant le ton grave de leur grand-père. « J'étais jaloux, » confessa Étienne. Les mots sortaient comme des pierres de sa gorge. « J'étais jaloux de Julien. J'étais jaloux que lui, sans rien, puisse te faire sourire d'une manière que je n'ai jamais pu avec tous mes millions. Je détestais vous voir heureux. Je détestais me sentir inutile. Je pensais que si je te retirais l'argent, tu reviendrais en courant vers moi. Je pensais que l'amour était une transaction. Je te paie, tu m'aimes. » Camille le regardait fixement, la bouche entr'ouverte. Elle n'avait jamais entendu son père parler ainsi. « Quand j'ai signé ces ordres d'expulsion, » Étienne leva les yeux, remplis de larmes. « Je n'ai pas regardé les noms. Pour moi, les gens pauvres n'étaient pas des personnes. C'était des chiffres, c'était des obstacles. J'étais devenu une machine jusqu'à ce que je te voie dans la neige. Quand j'ai vu tes yeux, quand j'ai vu mes yeux sur le visage de ces filles, j'ai réalisé que j'étais l'homme le plus pauvre du monde. » Il rampa à genoux de quelques centimètres vers elle. « Je ne te demande pas de me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais je te demande de m'utiliser. Utilise-moi, Camille. Mon argent, ma maison, mon pouvoir, tout est à toi. Reste, pas pour moi, pour elles. Fais-moi payer chaque centime de ce qu'elles ont souffert. Fais de moi ton serviteur si tu veux. Insulte-moi tous les matins, mais n'emmène pas mes petites filles dans le froid. Ne les punis pas parce que tu me hais. » Il y eut un long silence, dense. On n'entendait que le vent hurlant dehors et raflant la porte qu'Étienne refusait d'ouvrir. Camille regarda ses filles, vit le pyjama chaud de Sophie, vit les jouets dans le salon, vit la sécurité, la chaleur, la nourriture, et pensa ensuite au banc du parc, au froid qui lui mordait les os, à la terreur de ne pas savoir si elle se réveillerait le lendemain. Elle regarda son père, un vieil homme agenouillé, pleurant, lui offrant les clés de son royaume, en échange de ne pas rester seul. Elle ne voyait plus le tyran tout-puissant. Elle voyait un homme brisé, désespéré d'une seconde chance qu'il savait ne pas mériter. Valentine se leva de la marche, marcha de ses petits pieds nus jusqu'à Étienne et lui posa la main sur l'épaule. « Grand-père, ne pleure pas, » dit la fillette. « Maman, le grand-père est triste. » Ce geste simple rompit le barrage. Camille éclata en sanglots, des pleurs profonds et libérateurs qui venaient du fond de son âme. Elle pleura pour Julien, elle pleura pour les années perdues, elle pleura pour la cruauté et pour l'injustice. Étienne ne bougea pas, il la laissa pleurer. Il attendit la sentence. Finalement, Camille s'essuya les larmes avec la manche de sa robe de chambre. Elle se leva, s'appuyant contre le mur. Elle était pâle, tremblante, mais ses yeux avaient une nouvelle détermination. Elle n'était plus la victime, elle était la matriarche. « Lève-toi » ordonna-t-elle à son père. Étienne obéit maladroitement, ses articulations craquant. « Je reste » dit Camille. Étienne laissa échapper l'air, soulagé, mais elle leva la main. « Je reste, mais les règles changent aujourd'hui. Cette entreprise Phénix va disparaître.
Tu vas utiliser cet argent pour ouvrir une fondation. Nous allons aider chaque famille que tu as jetée dehors, chacune d'elles. Tu iras personnellement leur demander pardon. Je le ferai, dit Étienne immédiatement. Demain même. Et tu n'essaieras plus jamais de m'acheter. Si tu achètes un cadeau pour les filles, ce sera parce que tu les aimes, pas parce que tu te sens coupable. Et si jamais, une seule fois tu me mens à nouveau, je partirai et tu ne me verras même pas en peinture. Marché conclu, dit Étienne. Et pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il avait conclu la meilleure affaire de sa carrière, une où il perdait tout son argent, mais gagnait quelque chose de réel. Camille soupira, épuisée, tendit les bras vers les filles. « Venez ici. » Valentine et Sophie coururent vers elle et s'enlacèrent dans un nœud de membres. Étienne resta en dehors du cercle, respectant la distance, sachant qu'il devrait gagner le droit d'entrer dans cette accolade, millimètre par millimètre, jour après jour. « Allons dormir, » dit Camille. « Je suis très fatiguée. » Elle commença à monter les escaliers avec les filles. À mi-chemin, elle s'arrêta et regarda vers le bas, où Étienne se tenait toujours au centre du vestibule. « Juste papa, » dit-elle. Étienne leva la tête avec espoir. « Bonne nuit. » Ce n'était pas un fois je t'aime, ce n'était pas un fois je te pardonne, mais c'était un début. C'était un pont jeté sur l'abîme. « Bonne nuit, ma fille, » répondit Étienne. Lorsqu'elles disparurent dans le couloir d'en haut, Étienne se dirigea vers la porte principale, ouvrit les verrous et sortit dans la tempête. Le vent glacial le frappa au visage, mais il ne le sentit pas. Il resta là sur le porche, regardant la neige tomber, laissant le froid lui rappeler qu'il était vivant et qu'il avait une tâche monumentale devant lui. Cesser d'être un millionnaire pour devenir enfin un homme. La neige tombait sur Paris avec la même intensité que cette nuit fatidique d'il y a 1 an. Les flocons, grands et épais, couvraient les trottoirs du 8 arrondissement, réduisant le bruit de la circulation au silence et peignant la ville en blanc. Mais cette fois, la neige n'était pas ressentie comme une menace mortelle, ni comme un linceul froid. Depuis la fenêtre du salon principal du manoir Montaigne, la neige ressemblait à des confettis, une célébration silencieuse qui tombait du ciel pour marquer l'anniversaire du miracle. À l'intérieur, le manoir était méconnaissable, là où il y avait auparavant des sculptures froides de marbre et des couloirs vides qui résonnaient d'échos solitaires. Maintenant, il y avait de la vie, une vie bruyante, désordonnée et merveilleusement chaleureuse. Le sapin de Noël, un pin naturel de 3 mètres de haut, dominait le centre de la pièce, décoré non par des designers professionnels, mais par les mains inexpertes de 2 fillettes de 5 ans et d'un grand-père souffrant d'arthrite. Les boules en cristal de Swarovski cohabitaient avec des décorations en carton, des macaronis peints avec des paillettes et des anges en papier au sourire tordu. L'odeur était ce qui avait le plus changé. Ça ne sentait plus la cire à meubles et l'enfermement. Ça sentait la dinde rôtie, la cannelle, le chocolat chaud et le bois brûlant dans la cheminée. Étienne de Montaigne, l'ancien requin de la finance, était assis sur le tapis persan, qui avait maintenant une tache de jus de raisin qu'il avait refusé de nettoyer parce que cela lui donnait du caractère, entouré de papier cadeau déchiré. Il ne portait pas son costume 3 pièces. Il portait un pull en laine rouge avec un renne tricoté sur la poitrine, un cadeau black de Camille qu'il avait décidé de porter avec une fierté défiante. « Plus vite, grand-père, plus vite !» criait Sophie en courant autour du canapé avec une cape de super-héroïne faite avec une serviette. « Attention au vase », avertit Étienne par habitude, et se corrigea ensuite en riant. « Ah, peu importe, s'il se casse, on en achète un autre. » La sonnette de la porte retentit. Ce n'était pas une sonnette discrète. C'était une mélodie de Noël que Valentine avait insisté pour installer. Hélène, qui portait maintenant une robe de fête au lieu de son uniforme de service, car Étienne avait formellement interdit à quiconque de travailler cette nuit-là, alla ouvrir. Le vestibule se remplit de monde. Mais ce n'étaient pas les associés commerciaux d'Étienne, ni des banquiers, ni des politiciens, c'étaient les familles. Entra madame la locataire du sous-sol de Belleville, celle qui lui avait donné la boîte avec les dessins il y a 1 an. Elle venait avec un manteau neuf et un gâteau fait maison dans les mains. Derrière elle entraient les Durand, une famille de 5 personnes qu'Étienne avait relogées personnellement dans un appartement lumineux sur les champs, Élysée. Et puis les Lefebvre et les Dubois. C'étaient les familles que l'agence immobilière Phoenix avait tenté d'écraser, et qui faisaient maintenant partie de la Fondation Julien Garcia, l'organisation à but non lucratif qu'Étienne avait créée en l'honneur du défunt mari de sa fille. Camille descendit les escaliers. Étienne resta bouche bée en la voyant. Il y a 1 an, elle pesait 38 kg et ressemblait à un spectre gris. Aujourd'hui, Camille était radieuse. Elle avait repris son poids, ses cheveux blonds brillaient de santé,
et elle portait une robe de velours vert émeraude qui mettait en valeur l'éclat de ses yeux. Mais le plus important n'était pas son apparence physique, c'était son aura. Elle marchait avec l'assurance de celle qui a traversé l'enfer et en est sortie en transportant des seaux d'eau pour éteindre le feu des autres. « Bonsoir à tous », salua Camille, et sa voix emplit la pièce. Les filles coururent vers elle, l'enlaçant à la taille. « Maman, les invités sont arrivés !» Le dîner fut un chaos merveilleux. 3 longues tables avaient été jointes dans la salle à manger pour accueillir les 30 personnes. Il n'y avait pas de protocole. Le vin de réserve spécial d'Étienne était servi dans des verres à eau, car il n'y avait pas assez de coupes pour tout le monde. On entendait des rires, des toasts et le bruit des couverts, heurtant la porcelaine fine. Étienne était assis à la tête de la table, non pour présider, mais pour servir. Il se levait constamment pour remplir les verres, pour couper la viande, pour s'assurer que madame la locataire du sous-sol goûte au turon de Gijona bonbon espagnol que l'on va conserver pour le côté tradition retrouvée. À un moment donné, quelqu'un frappa une coupe avec une fourchette, demandant le silence. Ce fut monsieur Durand, un homme humble avec des mains de maçon qui travaillait maintenant comme chef d'entretien dans les immeubles de la fondation. « Un instant, s'il vous plaît », dit Durand se levant nerveusement. « Nous voulons vous remercier, non seulement pour la nourriture ou pour les maisons, mais pour la dignité. Monsieur de Montaigne, vous nous avez rendu notre dignité quand nous pensions que le monde nous avait oubliés. » Étienne sentit un nœud se former dans sa gorge. Il se leva, tenant sa coupe d'une main tremblante. Il regarda les visages qui l'entouraient. Il y a 1 an, pour lui, c'étaient des actifs toxiques. Aujourd'hui, il connaissait leurs noms, leurs histoires, les noms de leurs animaux de compagnie. « Non, » dit Étienne, et sa voix se brisa légèrement. « Ne me remerciez pas, c'est moi qui suis redevable. Vous m'avez appris que la richesse n'est pas ce que vous avez à la banque, mais qui vous avez à votre table. J'étais un homme pauvre qui vivait dans une grande maison. Grâce à ma fille, » il regarda Camille, qui lui souriait de l'autre bout de la table, « et grâce à mes petites filles, je suis vraiment riche aujourd'hui. » Il leva sa coupe. « À Julien, qui nous regarde de là-haut. »« À Julien !» répondirent tous à l'unisson. Camille essuya une larme discrète et envoya un baiser soufflé à son père. Ce geste, ce petit mouvement de la main, valait plus pour Étienne que toutes les actions de son entreprise. Après le dîner, quand les enfants, il y en avait une douzaine qui couraient dans la maison, se calmèrent un peu. Valentine tira la main de sa mère. « Maman, le piano, s'il te plaît. » Camille regarda le Steinway noir dans le coin du salon. Pendant des mois après son retour, elle n'avait pas pu y toucher. Cela lui rappelait trop de souvenirs de sa vie antérieure, de la perfection exigée. Mais cette nuit était différente. Elle s'assit devant les touches. Le silence se fit dans la salle. Étienne s'approcha et s'appuya sur le chambranle de la cheminée, observant. Camille posa ses doigts sur l'ivoire, ferma les yeux et commença à jouer. Elle ne joua pas une pièce classique complexe pour faire étalage de sa technique. Elle joua une mélodie simple, douce et mélancolique. C'était la berceuse que Julien avait l'habitude de leur fredonner quand elles avaient peur des tempêtes. Les notes flottèrent dans l'air, chargées d'amour et de mémoire. Étienne vit les jumelles s'asseoir au pied de leur mère, hypnotisées. Il vit la paix sur le visage de Camille. Ses mains, qui il y a 1 an étaient gercées par le froid et le travail acharné, volaient maintenant sur les touches, créant de la beauté. C'était la preuve définitive de la guérison. Lorsque la dernière note s'évanouit, il y eut un moment de silence respectueux avant que les applaudissements n'éclatent. Camille se leva et serra ses filles dans ses bras. La nuit avançait et les invités commencèrent à partir, emportant des restes de nourriture et des jouets qu'Étienne insista pour donner aux autres enfants. Lorsque la porte se referma derrière le dernier invité, la maison fut plongée dans un silence confortable, le silence de la fatigue heureuse. « Au lit, mesdemoiselles » ordonna Camille. « Le Père Noël ne vient pas si les yeux sont ouverts. »« Une histoire » supplia Sophie. « Grand-père a promis une histoire. » Étienne regarda Camille, cherchant la permission. Elle hocha la tête en souriant, tandis qu'elle ramassait quelques coupes. « Juste une, et courte. » Étienne emmena les filles à l'étage, dans leur chambre. Elles ne dormaient plus avec lui. Elles avaient leur propre chambre peinte en bleu ciel avec des lits en forme de nuages. Il les borda sous les couettes en plumes. Il s'assit sur le fauteuil à bascule entre les 2 lits et ouvrit un grand livre de contes classiques. Mais il le ferma aussitôt. « Aujourd'hui, je ne vais pas lire, » dit-il. « Aujourd'hui, je vais vous raconter une vraie histoire. » Les filles écarquillèrent les yeux. « Qui fait peur ?» demanda Valentine. « Un peu. Au début, ça fait peur. Il s'agit d'un roi qui vivait dans un château de glace. »« Comme la Reine des Neiges ?» demanda Sophie. « Un peu pareil, mais ce roi n'avait pas de magie dans les mains.
Il avait de la glace dans le cœur. Étienne regarda vers la fenêtre, où la neige continuait de tomber. Le roi pensait que la chose la plus importante au monde était son trésor. Il gardait des pièces d'or et des bijoux, et construisait des murs très hauts, pour que personne n'entre. Mais il a oublié qu'à l'intérieur des murs, il était en train de devenir très seul. Les filles écoutaient attentivement. Le roi avait une princesse, mais il l'a chassée du château parce qu'elle voulait chanter des chansons avec un pauvre troubadour au lieu de compter des pièces. Et les années passèrent, et le château du roi devint de plus en plus froid, si froid que le feu des cheminées ne chauffait pas. « Quel idiot !» dit Sophie. « Très idiot !» acquiesça Étienne avec un sourire triste. Mais une nuit de tempête, le roi sortit se promener et trouva 2 petites fées dans la neige. Les fées avaient très froid, mais elles avaient le cœur chaud parce que leur maman les aimait beaucoup. Et quand le roi a regardé les fées dans les yeux, crac, Étienne frappa doucement dans ses mains et les filles sursautèrent en riant. Qu'est-ce qui s'est passé? La glace de son cœur s'est brisée. Elle s'est faite en morceaux, et ça a fait très mal. Mais quand la glace est partie, le roi a pu ressentir à nouveau, et il a appris que son vrai trésor n'était pas les pièces, c'était les fées et la princesse qui étaient revenus pour lui apprendre à être bon. « C'est toi, grand-père » murmura Valentine avec cette sagesse écrasante des enfants. Étienne se pencha et lui embrassa le front. « Oui, mon amour, c'est moi, et vous m'avez sauvé. »« Et ils vécurent heureux pour toujours ?» demanda Sophie en bâillant. « Je ne sais pas, » dit Étienne en éteignant la lampe de la table de chevet et en laissant seulement la lumière du couloir. « Pour toujours, c'est très long, mais ils ont été heureux cette nuit-là, et la suivante et toutes les nuits où ils étaient ensemble, et cela suffit. » Il resta assis là dans la pénombre jusqu'à ce que la respiration des filles devienne profonde et rythmée. En sortant dans le couloir, il trouva Camille qui l'attendait. « Jolie histoire, » dit-elle à voix basse. Elle avait écouté depuis la porte. « Il manque le chapitre où la princesse fait travailler très dur le roi pour qu'il ne soit pas un grincheux, » plaisanta Étienne. Camille s'approcha et lui fit un câlin. Ce fut un câlin bref, mais réel, sans tension. « Merci pour cette année, papa, » dit-elle. « Merci d'avoir tenu parole. La fondation, ce que tu fais. Julien serait fier. Je ne fais que mettre l'argent, ma fille. Tu mets l'âme. » Camille sourit et se dirigea vers sa chambre. « Bonne nuit. Repose-toi. Demain, les filles voudront ouvrir les cadeaux à 6 heures du matin. Tu auras besoin d'énergie. Bonne nuit, ma fille. » Étienne descendit les escaliers une dernière fois. Il se dirigea vers le salon principal où les braises de la cheminée brillaient encore. Il se servit un verre de cognac, mais ne le but pas. Il s'approcha de la grande baie vitrée qui donnait sur la rue. Il regarda dehors. Le réverbère de la rue éclairait l'endroit exact où, 1 an auparavant, il avait freiné sa voiture. L'endroit où il avait vu 2 petites taches rouges dans l'immensité blanche. Il appuya son front contre la vitre froide. Il se rappela la terreur. Il se rappela la lettre froissée. Il se rappela le son du moniteur cardiaque et regarda ensuite vers l'arrière, vers l'intérieur de sa maison. Il vit les jouets traînés, les plats sales du dîner, le sapin tordu. Il vit le désordre du bonheur. Étienne de Montaigne, l'homme qui pensait autrefois pouvoir acheter le monde, sourit. Une larme solitaire coula sur sa joue, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était une gratitude infinie. « Joyeux Noël, Étienne », se dit-il à lui-même, levant sa coupe vers le reflet dans la fenêtre. « Tu as réussi. Tu es arrivé à temps. » Il but une gorgée, savourant la chaleur, et éteignit la dernière lumière du salon, laissant la maison dormir en paix, protégée non par des murs de pierre, mais par l'amour inébranlable d'une famille qui avait survécu à l'hiver le plus rude de leur vie. Fin.